invité pour vous parler d'un thème qui, rien que dans le titre, ne présage rien de bon. Il va être question de créationnisme. Alors je vous préviens, il va être question de Dieu, il va être question d'église, il va être question de religion. Mais pour me rattraper, il sera question aussi de Darwin. Alors qu'est-ce que je fais moi au quotidien? Je suis prof ici à l'université de Bordeaux, ça ne m'a pas demandé un grand trajet. Enfin, je suis plutôt dans la partie, où est-ce que je suis en fait? Je suis à Talence en fait, là-bas en fac des sciences. J'y enseigne officiellement l'épistémologie et l'histoire des sciences. Alors l'histoire des sciences, ça va à peu près, et épistémologie, ça veut dire philosophie des sciences. Enfin, bon, c'est un terme à la mode, un peu fourre-tout, que j'utilise pas trop, mais enfin voilà, épistémologie, ça veut dire réflexion critique sur la science, on peut dire philosophie des sciences, et je suis plus spécialisé dans l'histoire des sciences du vivant, l'histoire des sciences biologiques, et je suis encore plus spécialisé un peu, enfin beaucoup même, quand même, sur les thèmes que je vais évoquer ce soir. Et puis, je recule un peu dans le temps. Donc maintenant, je suis plutôt XVIIe siècle que XVIIIe ou XIXe. Mais enfin, voilà. Donc, voilà les travaux. Et puis, comme tous les autres dans mon domaine, je fais des articles, je fais des livres qui sont achetés par personne, mais enfin bon, voilà, c'est le lot habituel des publications universitaires. Alors donc, dans créationnisme et darwinisme, il y a donc la partie créationnisme qui renvoie à l'idée de création au sens biblique du terme. Et ce que je vais vous montrer, si vous voulez, c'est que jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, alors la période qui va être couverte va être en gros 17, 18, 19, puisque bon, pour vous fixer une date, Darwin, c'est 1859, la publication de son livre, L'origine des espèces, donc c'est 1859, et à partir de là s'instaure ce qu'on appellera le darwinisme, c'est-à-dire un courant de pensée fidèle aux différents concepts qu'on évoquera tout à l'heure, proposés par Darwin en 1859. Mais la première partie, c'est la création, ça veut dire que les naturalistes, les savants d'une manière générale, vous pouvez garder en tête, alors on va ce soir évoquer sans doute un certain nombre de figures qui ne vous seront pas absolument familières, par rapport à Newton, par rapport à Galilée, etc., qui sont de la même époque. Mais enfin, en même temps, les uns et les autres, qu'ils soient physiciens, qu'ils soient astronomes, qu'ils soient botanistes, se réfèrent toujours au même cadre conceptuel, qui est le cadre conceptuel de la création. Et en fait, leur ouvrage de chevet, mais leur ouvrage de travail même, c'est la Bible. Il faut comprendre qu'au XVIIe, au XVIIIe, et encore un peu dans le début du XIXe siècle, la Bible est presque un ouvrage de science. Un ouvrage de science au sens où les astronomes, les physiciens, les botanistes, les zoologistes trouvent d'abord dans la Bible des réponses aux questions qui se posent sur le monde. Et qu'est-ce qu'ils trouvent dans la Bible? Ils trouvent beaucoup de choses. Ils trouvent d'abord la manière dont la Terre a été créée. Dieu tire du néant le ciel, oui, c'est ça, tire du néant le ciel et la terre, et en 6 jours, la peuple des créatures de toute espèce. Voilà résumé en gros le récit fondateur, celui de la Genèse, celui de la création. Et donc, du coup, les astronomes savent à peu près comment la Terre s'est formée, plus compliqué que ça. Les botanistes et les zoologistes savent que Dieu a créé, selon le jour de la semaine, les plantes, et puis les oiseaux, et puis les poissons, et puis le 6e jour, il a créé Adam et Ève, et puis le 7e jour, les magasins étant fermés, il s'est reposé. Mais enfin, c'est simple, voilà, c'est simple. Et alors, si c'est Dieu qui a créé le monde, ça veut dire que sa création est parfaite. Alors ça, c'est important pour la suite, parce que si sa création est parfaite, elle est donc immuable. Elle ne peut pas, si on veut faire un anachronisme rapide, elle ne peut pas évoluer. Voilà. Et donc, toute l'ambition des périodes qu'on va évoquer ensemble ce soir, c'est de montrer comment petit à petit, les uns et les autres se sont libérés d'une vision religieuse du monde, qui en fait était une vision extrêmement confortable. Et là encore, c'est des idées un peu qui traînent toujours, des idées préconçues qui traînent toujours, en disant, l'Église est aussi ça. Évidemment, je ne vais pas réhabiliter l'Église par rapport au savoir. C'est vrai que l'Église, on ne peut pas franchement dire qu'elle est progressiste sur ces questions-là, mais en même temps, le fait pour les savants d'être quasiment tous croyants, jusqu'à la deuxième moitié du XVIIIe, n'est pas un handicap. Parce qu'en fait, ça fait que pour eux, le monde est compréhensible. Enfin, on doit pouvoir comprendre le monde, exactement, puisqu'il a été créé par Dieu. Et on aura souvent l'occasion de dire, peut-être aussi, Dieu est sympa. Il a fait une création pour nous y accueillir. Et donc, du coup, le monde est un monde ordonné.
est un monde fixe, immuable. Donc ça vaut le coup d'investir sa vie entière à en faire l'inventaire, à le décrire, avec cette certitude que ce qu'on fait, en gros, dans le futur, ça ne sera plus à faire, puisque de toute façon, le monde est immuable. Et l'idée de création parfaite est vraiment à l'origine de tout cela. Et du coup, ça donne une très grande marge de manœuvre. Et en fait, il y a assez peu de savants, quelle que soit leur discipline, qui ont été, d'une manière ou d'une autre, pourchassés par l'Église. Quand ils le sont pas franchement pour leurs idées scientifiques, parce que la marge de manœuvre est quand même immense. D'ici que vous commenciez à trouver que finalement, est-ce que les espèces sont si fixes que ça, etc. Entre-temps, il a fallu faire un immense travail d'inventaire. Ce n'est que peu à peu, vous vous rendez compte de cela. Et en fait, ce qui vous permet de vous en rendre compte, c'est principalement, par exemple, comprendre ce que sont les fossiles. Oui, comprendre ce que sont les fossiles. En soi, c'est une preuve du déluge, donc l'affaire est réglée. Voilà. Et puis, quand on commence quand même à se demander si ce ne serait pas un peu plus que cela ou différemment de cela, c'est là que ça se gâte, quoi. C'est là que ça se gâte, parce que si vous comprenez que les fossiles nous sont une forme minérale d'espèces qui ont disparu, là, plus rien ne va, parce que des espèces ne peuvent pas disparaître puisqu'elles ont été créées par Dieu d'une manière parfaite. Oui. Donc tout ce cadre-là. Donc en fait c'est très huilé, ça marche très bien. Et je dis souvent en forme de provocation, mais aux étudiants bien sûr, mais quand on croit en Dieu et qu'on pense que le monde a été créé par Dieu, le monde est simple, quoi. C'est bien huilé parce que tout a un sens. Tout a un sens, tout a un dessin, D-E-2-S-E-I-N. Tout le monde est à sa place. Et passer ses jours et ses nuits à inventorier, classer, nommer les espèces, c'est simplement rendre hommage à la grandeur de Dieu. Voilà. Donc tout ce qui est écrit dans la Bible est vrai. Alors ce qui est écrit dans la Bible, c'est de vous parler par exemple du paradis terrestre. Le paradis terrestre, c'est une réalité concrète. C'est une réalité concrète que le paradis terrestre pour les auteurs au XVIIe, XVIIIe siècle. Ici, vous avez une peinture, là. Évidemment, c'est une peinture du XVIIIe siècle d'un peintre autrichien, animalier en l'occurrence. Et vous voyez ici une vision alors quasi idyllique de ce paradis, parce que les spécialistes de ce tableau ont identifié au moins 200 espèces différentes, mais enfin surtout des espèces qui vivent d'une part sous des climats très différents à notre époque, et puis surtout qui s'entendent à merveille entre eux, manifestement. Vous voyez que le lion et la lionne sont à proximité des dindons, des bœufs, etc., que tout le monde a l'air de vivre parfaitement en bonne intelligence. C'est l'image de cet âge d'or, de ce jardin d'Éden initial. Et du coup, vous voyez qu'un zoologiste et un botaniste aussi pourraient facilement faire l'inventaire des animaux qui ont été créés par Dieu, en 6 jours, de 24 heures. Voilà, c'est un monde qui fonctionne très bien. Alors ça, c'est le paradis terrestre. Il y a des discussions. Alors des fois, je pose aux étudiants la question, mais le paradis terrestre, il est où? Alors on commence évidemment à me dire... Et puis après, d'abord, il est sur Terre, pour l'immense majorité des commentateurs de la Bible. Et ensuite, on peut même le localiser très précisément. Donc ce soir, vous n'aurez pas perdu votre soirée. Vous allez donc savoir où se situe le paradis terrestre, grâce à notamment, mais à toute une littérature là-dessus, à cet auteur, Pierre-Daniel Huet, en 1691, qui nous fait un petit livre très, très agréable à lire, peut-être même pas totalement sérieux, vous voyez, avec une petite pointe quand même parce qu'il y a des passages qu'on peut lire, dans lesquels il a inventorié tout ce que ses contemporains et prédécesseurs avant lui ont dit de la situation du paradis terrestre. Et alors le fait est que le paradis terrestre, il n'est pas pour tout le monde sur Terre. Il est parfois sur la Lune, il est parfois au fond de l'eau, l'Atlantide par exemple, il peut se promener un peu partout, mais enfin, il y a une localisation qui l'emporte, c'est celle qu'il va donner sur une carte. Voilà. Donc, du coup, vous pouvez réserver vos billets tout de suite. Alors ça, c'est 1691, vous voyez, en bas, là, tout à fait en bas, 1691, mais en fait, ce que je raconte là pour l'instant, c'est valable au XVIIe, c'est valable au XVIIIe. Je vous ai dit, tant qu'on ne comprend pas ce que sont les fossiles, comprend au sens fort, bien sûr depuis l'Antiquité on les récolte, on les collectionne, on les met en pendentif, c'est des objets remarquables par leur forme, mais tant que derrière l'idée de fossile, il n'y a pas un discours scientifique, on s'en réfère à la Bible. Voilà. D'ailleurs, par parenthèse, tout ce qui est dit dans la Bible, sans mauvais jeu de mots et paroles d'évangile, c'est vrai, mais surtout on peut en déduire aussi l'âge de la Terre. L'âge de la Terre est de 6000 ans, pour un auteur du XVIIe, du XVIIIe. Et là encore, alors 6000 ans, c'est même encore plus précis que ça,
puisqu'on a je peux vous donner la date de la création du monde, c'est en octobre 4023, 4023 avant notre ère, et c'était un dimanche 23 octobre 4004, voilà, on y arrive, dimanche 23 octobre 4004 avant notre ère, à 9h du matin. Donc les chronologistes du XVIIe, en remontant toutes les vies des uns et des autres, ont pu dater cela. Et comme ce sont des auteurs du XVIIe, vous rajoutez 4004 ans, et donc du coup ils en tirent l'idée que l'âge de la Terre est de 6000 ans. Et l'idée que l'âge de la Terre est de 6000 ans est une idée qui est conservée jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Même quelqu'un comme Darwin, au milieu du XIXe, quelqu'un comme Darwin compte je crois que l'âge de la Terre pour lui c'est de 330 millions d'années. Vous savez qu'aujourd'hui on évalue plutôt l'âge de la Terre à 4 milliards et demi d'années. Vous voyez que même Darwin, qui quand même savait un peu de quoi il pouvait parler, sous-évaluait considérablement l'âge de la Terre. Mais enfin au XVIIIe, jusqu'à la fin du XVIIIe, l'âge de la Terre est de 6 000 ans. Voilà. Donc ça vous donne clé en main des explications à toutes vos interrogations. Et en fait, toute l'ambition des savants, en fait, quelle que soit leur discipline, c'est de faire coïncider leurs résultats scientifiques avec le discours de la Bible. Et vous devinez que ça marche les 3/4 du temps très bien, forcément, parce que la Bible, là aussi, est sympathique avec les auteurs, c'est qu'il y a des versets qui se contredisent des fois. Donc, il y a toujours, par exemple, est-ce que la Terre est immobile au centre de l'univers? Oui, disent certains versets. Mais est-ce que ce ne serait pas le Soleil qui serait au centre de l'univers? Il y a aussi des versets qui le disent. Donc, du coup, voilà. Est-ce que c'est Dieu qui a créé les espèces? La réponse, évidemment, oui. Mais est-ce que certaines ne naîtraient pas par génération spontanée? Eh bien si, c'est possible aussi. Voilà. On peut toujours trouver, donc en fait, vous voyez, sous des dehors profondément religieux de tout cela, en fait, avant qu'on ne contredise vraiment, qu'on contrarie vraiment le discours de l'Église, il y a quand même une très grande marge de manœuvre. Alors donc, dans ce livre de Pierre Daniel-Huet, eh bien, on trouve une carte. Donc là, cette fois-ci, réservez vos billets, voilà. Et ça, c'est une région très précise qui existe. Alors, vous voyez à droite le golfe Persique. Ah, ça se gâte peut-être un peu pour vos vacances, je ne sais pas. En bas, Arabie heureuse, bon, de moins en moins. Et pardonnez-moi sur ces commentaires. Alors, du coup, je vais attraper un beau stylo laser. Hop, pour vous montrer, enfin, vous voyez d'ailleurs, enfin, là c'est un peu grand, là, ça marche le truc? Oui, ça marche. Vous voyez, là, ici, vous avez le Frat ici, et puis vous avez le Tigre ici. Et puis en fait, le Jardin d'Éden, il est là, et là, vous avez le paradis terrestre. Voilà. C'est l'une des localisations les plus fréquemment avancées, pour tout dire. Je vous ai dit, Pierre Daniel-Huet, dans son livre, passe en revue de très nombreuses autres localisations, qui, pour certaines d'entre elles, pourquoi pas, mais disons que celle-là, il y a vraiment un grand nombre de cartes du même type que celle que vous avez ici sous les yeux, et qui existent, quoi, qui justifient, enfin, qui ne posent pas de problème. Voilà. Alors ça, c'est le cadre général du créationnisme. Créationnisme, ça veut dire des auteurs qui se réfèrent au récit de la création, tel que je viens de l'évoquer avec vous, une création en 6 jours, de 24 heures, par Dieu, qui crée distinctement chaque espèce animale et végétale. C'est très important aussi, distinctement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien de parenté entre elles. Donc là, je fais des commentaires, si vous voulez, anachroniques et rétrospectifs, puisqu'on sait que c'est ça qui sera intéressant avec Darwin et les suivants. Mais enfin, Dieu crée chaque espèce, et donc une fois de plus très gentil avec les naturalistes, il les crée avec des caractéristiques morphologiques qui permettent de les distinguer les unes des autres. Voilà, donc il fait vraiment tout un travail. Seulement, il a fait ça il y a 6000 ans, et en fait, il a demandé à Adam de nommer chacune de ces créatures, et c'est Adam qui appelle les girafes, les dindons, les colombes, etc. Seulement, il a fait ça il y a 6000 ans. Et 6000 ans plus tard, donc au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, plus personne ne s'y retrouve dans cette affaire. On ne sait plus distinguer les espèces. Il y en a plein d'autres dont on ignorait l'existence qui débarquent dans les grandes capitales européennes. Et donc il va falloir assez vite mettre de l'ordre là-dedans. Alors celui qui va mettre de l'ordre là-dedans, c'est celui-ci, Carl von Linné, naturaliste suédois. Dont vous avez ici un buste qui n'est pas bien loin d'ici, puisqu'il est au Jardin botanique. D'ici, il a été inauguré en 2007 pour le tricentenaire de sa naissance, puisque Linné, comme vous voyez, il est né en 1707 et il meurt en 1778, la même année d'ailleurs que Voltaire et que Rousseau. Et donc ça, c'est un buste que nous avons ici. Et Linné incarne
par excellence la figure du créationniste. Alors précisons un peu, un créationniste, parce que vous entendez aussi le mot à notre époque, parce qu'aujourd'hui, il y a de temps en temps un certain nombre de personnages, il faut bien dire, qui réhabilitent, qui souhaiteraient réhabiliter ce créationnisme qu'on est en train d'évoquer là, contre les idées de Darwin. Linné, lui, il est créationniste contre personne, parce que Darwin n'est pas né et loin s'en faut pour l'instant. Donc, vous voyez, il faut bien distinguer les créationnistes dont nous parlons en ce moment, qui sont des créationnistes parce qu'ils ne peuvent pas être autre chose. Enfin, voilà, à la limite, on lui aurait dit à Linné, mais vous êtes créationniste, il n'aurait même pas compris vraiment la chose. Il est ce que tout le monde est à son époque. Il n'a pas vraiment, enfin, il a plein d'autres choix, d'autres vont faire d'autres choix, mais enfin, il n'est pas, en fait, il n'est pas anti-darwinien, forcément. Darwin n'est pas. Tandis que nos créationnistes d'aujourd'hui, eux, quand ils sont créationnistes, c'est vraiment contre Darwin. C'est pour ça qu'il faut les appeler plutôt, ceux de notre époque, plutôt des néo-créationnistes, pour qu'il n'y ait pas de confusion, si vous voulez. Parce que celui-ci, il n'a aucune raison de se voir intenter un procès. Par exemple, avec nos néo-créationnistes, s'ils insistent un peu trop, on leur colle un procès et puis on le gagne la plupart du temps, mais sans avoir convaincu personne, parce que la science, c'est trop compliqué à justifier. Tandis que si vous dites que Dieu a créé le monde il y a 6000 ans, bon, qu'est-ce que vous voulez dire? Vous ne pouvez rien avancer contre, ça relève du dogme. Donc Linné, Carl von Linné. Alors, grande figure des sciences naturelles au XVIIIe siècle notamment, et il est l'auteur d'un certain nombre d'ouvrages qu'on va évoquer, mais en fait il y a deux parties dans son œuvre. Une partie que vous connaissez très bien, et une partie que peut-être vous connaissez un peu moins bien. La partie que vous connaissez peut-être un peu moins bien, c'est qu'il va classer l'ensemble des êtres vivants. Il va d'abord commencer par les minéraux, ensuite les végétaux, et puis les animaux. Les classer, ça veut dire établir des classes, des ordres, des genres, des espèces. Et en cela, Linné, en toute simplicité, se considère comme ayant été choisi par Dieu pour mener à bien cette entreprise. Et ce qui est étonnant, c'est que ses contemporains l'appellent le second Adam. Donc, pour l'histoire de la botanique ou de la zoologie, pour Linné, c'est simple. Il y a Dieu, il y a Adam, puis il y a lui. Ça fait pas beaucoup d'heures de cours sur le sujet, mais enfin bon. Vous voyez, et c'est simple, voilà. Donc du coup, il va décrire des dizaines de milliers d'espèces, on va en voir quelques exemples, et notamment, je n'anticipe pas. Et puis la deuxième partie que vous connaissez beaucoup mieux, c'est lui qui va donner le nom latin à toutes les espèces que nous connaissons. La fameuse nomenclature binominale latine, typiquement pour l'espèce humaine Homo sapiens par exemple, c'est lui qui l'invente, qui la codifie, qui l'impose, et qui vraiment l'impose, puisque finalement à notre époque, là en 2022, les zoologistes, les botanistes continuent à chaque fois qu'ils découvrent une espèce nouvelle à lui donner un nom latin, un binôme latin, et il n'y a guère que, pour le coup, nos chers amis les virus qui échappent à ce genre de nomenclature, puisque vous le savez bien, le Covid, le H1N1, le H5N1, etc., c'est des nomenclatures alphanumériques anglo-saxonnes. Donc ce n'est pas une fatalité que de donner un nom latin à une espèce vivante, c'est simplement que les concepts qu'il a forgés en plein milieu du XVIIIe siècle tiennent tellement le choc que les biologistes ne parviennent pas aujourd'hui à remplacer cette nomenclature par quelque chose qui serait un peu plus sexy que du latin. Vous sentez bien que quand il y a du latin qui traîne dans la science de 2022, ça fait un peu tâche. Mais en fait, personne n'arrive à trouver un moyen de remplacer cette nomenclature qui est vraiment rentrée dans notre cerveau d'une certaine manière, ce qui fait que la langoustine s'appelle Nephrops norvegicus, que le chêne s'appelle Quercus robur, que le chien s'appelle Canis familiaris, que le loup s'appelle Canis lupus, et vous voyez que dans la constitution de cette nomenclature, ça vous économise plein de choses à mémoriser, parce qu'en fait, il a des règles telles qu'elles sont simples à mémoriser, et simples à employer. Voilà. En fait, ce qui l'a guidé, c'est une économie d'argent d'abord, parce que comme il faisait des livres, les nomenclatures à son époque, étaient tellement longues, ça prenait un temps fou que ça coûtait de l'argent, donc il fallait que je trouve quelque chose de plus bref. Et puis surtout le côté mémorisation, quoi, puisque lui, il manipulait des dizaines de milliers de noms d'espèces. Il fallait absolument qu'il trouve une solution à tout cela. Alors en fait, l'essentiel de l'œuvre de Linné se trouve, il est l'auteur d'un très grand nombre d'ouvrages. Pour notre plus grand bonheur à nous, il les a tous écrits en latin,
Quand je dis ça, c'est parce qu'en fait, il est suédois. Hein. Et donc, il nous a laissé quelques livres, mais en suédois gothique, c'est plus dur, franchement, hein, que le latin, je vous assure. Donc, on en verra peut-être une image. Alors ici, son ouvrage fondamental à Linné, et alors, fondamental pour lui et fondamental pour nous aujourd'hui. Hein. C'est le Systema Naturae, vous voyez, dans lequel les trois règnes de la nature sont placés ici, placés en classe, enfin subdivisés en classes, en ordre, en genre et en espèces. L'édition originale, la première édition, c'est celle de 1735. C'était une édition qui se présentait avec des feuilles qui se développaient, qui se repliaient, une soixantaine de pages. Mais enfin, en 1735, il n'est pas vieux, hein, il est né en 1707, et déjà il était réputé dans toute l'Europe. Oui, parce que Linné a un caractère épouvantable, donc en fait il se lève un jour en disant voilà comment il faut classer les animaux, voilà comment il faut classer les plantes, et alors tous ceux qui ne se conformeraient pas à mes principes sont des ânes battés. Voilà. Et il est parvenu à imposer complètement sa vision, et finalement presque jusqu'à notre époque. Pas pour la classification. Alors vous voyez comme il est convaincu d'avoir été choisi par Dieu, que ses contemporains le surnomment le second Adam. Pour lui, le monde est parfaitement lisible, parfaitement ordonné, et c'est simplement le fait que lui se situe 6000 ans après la création divine, qui lui impose, qui impose à ses contemporains, mais qui lui impose à lui de faire l'inventaire, de décrire tout cela et d'ordonner toutes les créatures vivantes que Dieu a créées à l'origine des temps. Alors il commence par créer, je vous ai dit, les minéraux. Alors là, on passe rapidement, parce qu'en fait, il n'y connaissait rien, on ne sait pas vraiment pourquoi il commence par les minéraux, en plus, dans son livre. Et surtout, ça va être complètement dépassé par le travail des cristallographes français et suédois de l'époque, les Romée de Lille, les René Juste AUI, le frère, je crois, de Valentin AUI, etc. Donc ça va être complètement balayé, et s'il n'avait fait que ça, plus personne ne parlerait de Linné. Par contre, il classe les plantes en deuxième. Alors là, c'est ce qui va lui valoir le succès planétaire, quasiment, international en tout cas, puisqu'il va, voilà, un matin, il se lève en disant, désormais, les plantes doivent être classés selon leur nombre d'étamines, organes sexuels mâles. Et en fonction de ça, il établit 24 classes. Vous avez la liste ici sur la droite. Vous voyez, puisque l'étamine c'est un organe sexuel mâle, vous trouvez dans l'étymologie du nom de la première classe ici, monandria, un seul mâle. Puis après, s'il y a deux étamines, c'est la diandria, après triandria. Après, ça se gâte un peu, ça se complique un petit peu, mais en fait, l'idée générale est à peu près celle-là. Et puis, vous avez en bas, tout à fait en bas, une 24e classe, qu'il appelle la classe des Cryptogamia, dans laquelle, vous le devinez à l'étymologie, les noces sont cachées. C'est-à-dire que de son point de vue, on ne voit pas les étamines, donc on ne sait pas trop bien, donc il fait une classe qui correspond toujours à nos cryptogames aujourd'hui. Alors lui, à son époque, il met les champignons, il met les moisissures, les lichens, les algues, les fougères, etc. Enfin bon, mais vous voyez ici un détail, et puis, alors ça, c'est pas une planche qui vient vraiment de ses ouvrages, mais c'est une planche éditée par ses contemporains. Vous voyez, une étamine, deux étamines, trois étamines, puis autour d'un pistil. Ça va lui valoir un succès extraordinaire partout en Europe, et même en France. Pourquoi et même? Parce qu'en France, évidemment, là on est à une époque où la science française rayonne considérablement à travers le monde, et en France on a une famille de botanistes extrêmement importante, qui est la famille des Jussieu. Ils sont 5 dans la famille, mais enfin à l'époque là ils sont 2 importants, Bernard et Antoine Laurent, qui sont en relation avec Linné, mais qui ne partage pas du tout sa manière de classer les plantes. Linné, vous voyez, il utilise une classification qu'on peut qualifier d'artificielle, parce qu'en fait, ce qui compte pour lui, c'est le nombre d'étamines. Voilà. Donc, dans une même classe, il va réunir les plantes qui ont, 5 étamines. Le problème, c'est qu'à l'arrivée, il peut, je dis n'importe quoi, mais il peut aussi bien réunir la carotte et le baobab dans la même classe, sous prétexte que leurs fleurs, elles ont 5 étamines. Alors, ça peut être très confortable. Alors, c'est très confortable pour les botanistes qui n'y connaissent rien, les botanistes du dimanche, l'immense majorité de ceux qui font la botanique, et les dames. C'est ce qui va contribuer au succès de Linné, c'est-à-dire que sa classification ici, elle va connaître un immense succès auprès du public féminin, soutenu par la figure de Jean-Jacques Rousseau. Donc vous voyez, tout se met en place pour le succès. Mais les Jussieu disent, oui, c'est bien, tant mieux, ça peut amuser les dames, mais en fait, la botanique, c'est quelque chose qui doit être beaucoup plus intellectuel que cela. Et les Jussieu développent, eux, ce qu'on appelle une méthode naturelle,
où ils n'utilisent pas seulement les étamines, mais ils utilisent tout un tas de critères. Et du coup, c'est une méthode, leur méthode naturelle très complexe, qui nécessite des microscopes, qui nécessite finalement d'avoir fait des études de botanique. Et résultat des courses, en fait, Linné, comme toujours, va connaître le succès parce qu'il s'adresse au plus grand nombre. Les Jussieu vont connaître le succès aussi, c'est même dérivé, nos méthodes actuelles dérivent plutôt de Jussieu que de Linné, mais ils s'adresseront, eux, à un public de spécialistes. Et ça se traduit concrètement dans les jardins botaniques de toutes les villes, partout où on bataille, il faut savoir comment on organise le jardin botanique. Est-ce qu'on suit Linné ou est-ce qu'on suit Jussieu? Et du coup, qu'est-ce qui fait le plus d'entrées dans le jardin botanique? C'est plutôt Linné qui fait le plus d'entrées, parce qu'il y a papa, il y a maman, il y a les enfants qui subitement peuvent faire de la botanique facilement. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose de très... un immense succès, il faut bien dire. Les plantes. Et puis après, il classe les animaux. Alors là, les animaux, ça devient sérieux. Enfin, la botanique est très sérieuse, parce que c'est vrai que c'est grâce à lui, grâce au soutien de Jean-Jacques Rousseau, que la botanique linnéenne va conquérir des publics immenses partout en Europe, le public féminin notamment. C'est-à-dire que désormais, les dames, au lieu de ne faire que de la danse, que de la peinture, elles vont enfin pouvoir rentrer dans le domaine scientifique, faire des herbiers, ce qui est évidemment une nouveauté d'une certaine manière. Troisième règne, donc le règne animal. Alors là, il ne fait pas 24 classes dans son règne animal, comme il le fait pour les plantes, il en fait seulement 6. Alors vous voyez d'ailleurs, vous commencez à comprendre le suédois gothique, il est à droite. Donc vous voyez que moi finalement je préfère Insecta à ça, et je préfère Amphibia à ça. Donc la classe, là c'est à peu près transparent, la classe des quadrupèdes, la classe des oiseaux, la classe des amphibies, la classe des poissons, des insectes, et puis une 6e classe, dans laquelle souvent Linné met tout ce qu'il n'a pas pu mettre ailleurs. Parce qu'en fait, l'idée d'une classification, il faut pour beaucoup de choses, pour faire une classification, il faut d'abord des catégories qui permettent de tout mettre ce qu'on connaît, mais il faut aussi des catégories qui permettent d'accueillir ce qu'on ne connaît pas encore. Parce que si on découvre subitement une bestiole au fin fond du dernier monde là-bas, et que cette bestiole ne peut pas trouver de place dans cette classification, ça devient compliqué. Donc, à un moment, évidemment, Linné ne sait pas trop quoi faire d'un certain nombre de bestioles. Parfois, il les appelle des êtres paradoxaux. Et donc, il y a souvent ça. Mais enfin, les 6 grandes classes que vous avez là, vous voyez, sont assez bien délimitées. Les oiseaux, ils ont un corpus plumosum, ce qui tombe bien pour des oiseaux, d'avoir un corps recouvert de plumes. Ils ont Alae, Zoae, c'est ici, Alae, Zoae, 2 ailes, ce qui tombe bien aussi. Les quadrupèdes, ils ont Pedes, Quatuor. Alors, vous voyez, les caractéristiques sont des caractéristiques morphologiques. C'est-à-dire, une fois de plus, c'est simple. Cet animal, il a quoi? Il a 4 pattes, il a 6 pattes, il a 8 pattes, il a 1000 pattes. Bon, vous en tirez à peu près. Est-ce que par exemple, ce poisson, alors il n'a aucune patte. Bon, très bien. Puis il a un corps nu ou recouvert d'écailles. Bon, alors il faut dire que, vous voyez, les oiseaux et les poissons, ce sont 2 ensembles qui, depuis l'Antiquité, n'ont jamais vraiment posé de problème aux classificateurs. Qu'est-ce que c'est qu'un oiseau? C'est une bestiole qui vole, quoi. Enfin, bon. Ah oui, je sais l'autruche. Oh oui, je sais la chauve-souris. Enfin bon, en gros, on sait. Qu'est-ce que c'est qu'un poisson? C'est une bestiole qui nage dans l'eau. Vous voyez, c'est des ensembles vraiment qui n'ont pas pendant très longtemps posé de problème, en tout cas lorsqu'on ne rentrait pas dans les détails. Par contre, les autres, ça pouvait être un peu compliqué. Alors ça, c'est le cadre général de sa classification. La difficulté, c'est que se pose là maintenant une question vraie. Est-ce que l'espèce humaine trouve sa place dans cette classification? Qu'est-ce qu'on fait de nous autres, descendants d'Adam et Ève? Parce que là, c'est vraiment le cas. Alors évidemment, la logique voudrait, mais c'est ça qui est rigolo en histoire des sciences, la logique voudrait que Linné, profondément croyant, investi d'une mission divine, fasse une place à part à l'être humain, qui quand même ne ressemble pas ni de près ni de loin aux singes ou à d'autres animaux de ce type. Eh bien non. Bizarrement, il considère que l'homme doit avoir sa place dans cette classification. C'est-à-dire que Linné, en 1735, et jusqu'à la fin de sa vie, considérera que l'homme est bien un animal.
un animal au même titre au même titre que le paresseux, au même titre que le cheval, au même titre que le singe, et du coup, il va le faire figurer dans la même catégorie, dans le même ensemble. Vous voyez, ici, si on regarde la première classe, la classe des quadrupèdes, il la subdivise ensuite en un certain nombre d'ensembles qu'on appelle des ordres. Et vous voyez que le premier ordre, c'est le genre humain, en quelque sorte. Après, il y a le genre des singes, et puis il y a le genre des paresseux. Alors, pour Linné, l'homme est un animal. On va dire, pour nous rassurer, que c'est le premier des animaux. C'est le premier des animaux parce qu'il est le premier genre, du premier ordre, de la première classe. Donc, mais enfin, et ça, c'est pas un point de vue partagé par son époque. Et même mieux que ça, c'est que ces contemporains du XVIIIe, en France par exemple, vous savez, l'esprit des Lumières, ceux-là, ils tordent le nez un peu. Ils disent, bon, très bien, mais enfin, il y a un monde quand même entre comme dira Buffon, entre le plus intelligent des singes et le plus bête des hommes, il y a quand même un gouffre. Linné dit non. Voilà. Alors vous voyez, il utilise toujours pour les trois ordres, par exemple le paresseux, le singe, etc. Et vous retrouvez, même si, comme moi, vous n'êtes pas expert en latin, vous voyez à peu près de quoi il retourne, à nouveau les pieds, à nouveau la dentition, etc. Pour ce qui est du genre humain, là, il utilise une pirouette, il fait une pirouette, noscete ipsum en latin, ça veut dire connais-toi toi-même, et il renvoie à la philosophie. Alors, vous comprenez l'idée de ce genre d'ouvrages qui sont dans des petits formats qu'on peut porter évidemment lors des herorisations. L'idée, c'est que Linné et les naturalistes vous donnent des caractéristiques qui vous permettent de reconnaître sur place l'individu. Dans le cas de l'espèce humaine, des fois que vous seriez distrait, que vous ne reconnaîtriez pas un être congénère, il vous dit connais-toi toi-même. Alors connais-toi toi-même physiquement, et puis connais-toi toi-même évidemment beaucoup plus moralement, intellectuellement parlant. Et puis vous voyez aussi qu'il a la tentation, alors dans cette édition-là, de distinguer au sein du genre humain des variétés européennes, américaines, asiatiques, africaines. De temps en temps, il distingue plutôt ce qu'il appelle des espèces, etc. Bon, il n'y a rien à y voir de particulier, c'est un homme de son temps. Un homme de son temps, c'est-à-dire, si on voulait parler de lui en termes totalement anachroniques, il est misogyne, il est raciste, etc. Enfin, je veux dire, comme tout le monde l'est à son époque. Donc, mais enfin, ici, parfois, ça peut poser quelques difficultés. Voilà, bon, évidemment, sans surprise, la première des variétés du genre humain, c'est évidemment l'européenne blanche. Alors ici, ça a l'air de rien, mais ça va provoquer quand même des remous profonds à une époque une époque très religieuse, et même pas nécessairement chez les auteurs très croyants. Et en particulier un auteur que vous connaissez bien, qui s'appelle Diderot, et qui va vraiment manifester son hostilité à ce genre de classification, enfin pas ce genre, à cette classification qu'on vient de rappeler. Mais ce texte de Diderot, il est un petit peu long, mais il est très facile en fait, parce qu'en fait, Diderot, il a lu les deux diapositives qu'on vient de voir sous les yeux, et donc il s'indigne de ce qu'on vient de lire, en quelque sorte. Il dit c'est une chose trop singulière que la dialectique de quelques méthodistes, ceux qui font des classifications, pour n'en pas donner un échantillon, l'homme, dit Linné, n'est ni une pierre ni une plante, c'est donc un animal. Il n'a pas un seul pied, ce n'est donc pas un ver. Ce n'est pas un insecte, puisqu'il n'a point d'antenne. Il n'a point de nageoire, ce n'est donc pas un poisson. Ce n'est pas un oiseau, puisqu'il n'a pas de plume. Vous sentez le ton déjà un peu ironique et caustique qui vise à caricaturer les manières un peu radicales que Linné a de placer. Mais qu'est-ce donc que l'homme ? Il a la bouche du quadrupède, les caractères de la dentition. Il a 4 pieds, les 2 de devant lui servent à l'attouchement, les 2 de derrière au marché, c'est donc un quadrupède. Alors vous voyez, il ouvre les guillemets, il imagine un discours fictif entre lui et Linné, dit il est vrai, continue le méthodiste, sous-entendu Linné, qu'en conséquence de mes principes d'histoire naturelle, je n'ai jamais su distinguer l'homme du singe, car il y a certains singes qui ont moins de poils que certains hommes. Ça vole très long, vous voyez les arguments, c'est Diderot qui écrit ici. Ces singes marchent sur 2 pieds, ils se servent de leurs pieds, de leurs mains, comme les hommes. C'est Linné qui parle. Donc votre méthode est mauvaise, dit la logique. Sous-entendu Diderot. Donc l'homme est un animal à 4 pieds, dit le naturaliste. Et il y a le dessous entre les deux. Un qui se fait une haute idée de ce que peut bien être l'homme, difficile à réduire dans une classification zoologique, et l'autre qui dit, bon, il a 2 pattes, il a des poils, tout ça. Donc c'est un quadrupède. Diderot est contre, Voltaire est contre, Lamétrie est contre, bref, toutes les grandes figures des Lumières en France se déchaînent contre Linné, en disant que c'est que ce bonhomme là-bas, perdu dans ces brumes septentrionales, que nous ne connaissons à peine et qui nous dit subitement que l'homme doit être ravalé au rang d'un singe, etc. Et Linné
a connaissance de ses critiques. Alors bon, vous avez compris, hein, il a un caractère tout de même tel que ça ne devrait pas normalement beaucoup le toucher, mais en fait si, et il est vraiment accablé. Comment c'est possible qu'ils ne comprennent pas? Enfin bon, qu'est-ce que j'ai fait, presque, dit-il au bon Dieu, pour mériter cela? Enfin, on sent vraiment qu'il est tout à fait déprimé, touché par ces critiques. Et pour un des rares moments dans sa carrière, eh ben, il va prendre en compte ces critiques et il va apporter quelques modifications. Alors j'allais dire à la marge, pas du tout à la marge, vous allez le voir, hein, puisqu'en fait on vit, nous, aujourd'hui en 2022, avec ces modifications. Il va dire, bon, quoi, qu'est-ce qui vous va pas? Qu'est-ce qui vous va pas? C'est que l'homme est un quadrupède? Bon, d'accord, allez, hop, enfin hop, je vais débaptiser ma classe des quadrupèdes. Je vais l'appeler classe des mammifères. Ça vous va mieux comme ça, mammifère? Ça vous dérange qu'on soit à quatre pattes, si vous portez des mamelles, ça va mieux? Bon, allez, ok. Donc il débaptise en 1758 sa classe des quadrupèdes pour faire la classe des mammifères. Quoi? Qu'est-ce qui ne va pas non plus encore? Ordre des anthropomorphes, ça ne vous va pas, parce que vous faites une... Bon, d'accord. Alors, je vais appeler mon ordre celui des primates. Et en 1758, vous voyez que Linné pose les fondations, les fondements de la classification zoologique qui nous est... bien. Et puis, pour faire bonne mesure, c'est toujours... Alors, toujours dans la 10e édition, c'est pas un détail de pinaillage, là, ce que je vous dis, vous allez voir, c'est dans la 10e édition du Systema Naturae, l'ouvrage qu'on évoque là, qui paraît en 1758, que l'espèce humaine est placée parmi les mammifères, parmi les primates, et qu'elle acquiert ce nom de Homo sapiens, puisque c'est en 1758 que Linné décide de nommer toutes les espèces animales avec un nom latin. Hein, donc vous voyez, ici, alors ça donne ça dans un premier temps, enfin même dans tous les temps. Vous avez sur une autre édition du Systema Naturae, la 10e, vous voyez, en haut, vous avez les mammifères primates. Voilà. Puis vous retrouvez à nouveau notre genre humain, hein, mais vous voyez, le genre c'est là, l'espèce ça sapiens, toujours avec le même descriptif, c'est-à-dire au bout du compte, quand même, Linné hésite à donner des caractéristiques exclusivement morphologiques. Et il renvoie à des critères, vous voyez la note infrapaginale, elle est monstrueuse en bas, et elle est changée selon les éditions en plus. Hein. C'est jamais la même chose. Mais enfin, à l'arrivée, vous voyez qu'il a entendu les critiques, et il accepte de changer, enfin il accepte, je ne suis pas très sûr que ce soit en réponse précisément aux critiques, mais enfin en tout cas ce qui est certain, c'est qu'en 1758, il change les noms de mammalia ici et de primates. Et puis donc il invente cette nomenclature binominale, il la standardise, la codifie, la généralise pour les animaux en 1758, donc 10e édition, et il avait déjà fait ça 5 ans auparavant pour les plantes. Dans un autre ouvrage à lui, qui s'appelle Species Plantarum, et il avait, donc pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, hein, par un souci de concision, souci d'économie d'argent et d'économie de mémoire, il décide que tout ce qui avant portait des noms invraisemblables, hein, 16-18 mots, personne ne s'en souvenait, dès que vous découvriez une autre espèce nouvelle, ça changeait les noms, enfin bon, c'était invraisemblable, donc il standardise tout ça. Et ça non plus, c'est pas anecdotique, parce que pour nous aujourd'hui, pour les biologistes de notre temps, la 10e édition du Systema Naturae est considérée comme le point de départ arbitrairement fixé par la communauté scientifique internationale de la nomenclature zoologique moderne. Ça veut dire que si vous prenez attention de regarder les noms latins, même dans les jardins botaniques, dans les zoos, vous verrez qu'il y a toujours, après le nom latin, une initiale, souvent un L au hasard à Linné, et puis toujours une date. Pour les animaux, cette date n'est jamais antérieure à 1758. Linné est parvenu, alors ils se sont mis d'accord un siècle après sa mort, hein, mais c'est dire la solidité de ce qu'il avait dit. Et pour les plantes, ce ne sera jamais une date antérieure à 1753. C'est-à-dire qu'il est parvenu à discréditer tout ce qui avait été fait avant lui. Il est même parvenu à discréditer tout ce qu'il avait fait lui-même avant, en disant, bon, voilà, maintenant, là, je suis au top, ça marche. Et il faut reconnaître qu'en 2022, ça continue à bien marcher. Vous voyez quand même le côté rieur des choses, hein, c'est le titre aussi de ce qu'on raconte ce soir, c'est que les biologistes de notre temps sont des biologistes on ne peut plus évolutionnistes, et qui nomment leurs espèces nouvelles en fonction de concepts qui ont été forgés par un créationniste on ne peut plus créationniste. Donc pour certains, faites mieux. Et bien pour l'instant, il n'y a que les virus. Même les bactéries, hein, Escherichia coli, Saccharomyces cerevisiae, tout ça c'est de la nomenclature binominale. Linné ne connaissait pas, mais il avait forgé les concepts derrière, et du coup ça tient le choc.
Ce n'est pas anecdotique non plus. Regardez. 2018, étonnante polémique qui a embrasé le vieux port de Marseille, puisque l'Europe demande subitement, a fait débarquer toute une brigade sur le port en demandant que les poissonniers mettent, les poissonniers aussi à mon avis, mettent leur nom latin aux poissons. Bon, alors, il n'y a pas besoin de vous dire qu'avec l'accent de Marseille, une dorade, c'est une dorade. Hein, enfin, voilà. Bon, et à l'inverse, les poissonniers du centre-ville, bien installés, bah, oui, nous, ça nous va très bien, parce qu'on voit de temps en temps vendu sous tel nom des poissons qui... Non, c'est pas ça. Donc, vous voyez, ça veut dire que cette nomenclature linéenne, elle a au-delà du caractère scientifique, elle a un usage légal, juridique. Hein. Lorsque vous autorisez la chasse ou la pêche de telle bestiole de telle date à telle date, la bestiole en question, c'est pas le sanglier, la palombe, le chat, c'est un nom précis, latin, qui correspond à une espèce tout à fait précise. Bon, alors avec Linné, vous avez une illustration du créationniste apaisé d'une certaine manière. Le monde a été créé par Dieu, chaque chose a sa place. C'est une affaire de temps. Linné dit non, mais l'inventaire du vivant, oui, très bien, on va y arriver, quoi. Enfin, non, pardon, je vais y arriver, et tout le monde adoptera mes préceptes, ça pose pas de problème. Et le fait est qu'il a vraiment mené à bien l'inventaire, la classification, la nomenclature de dizaines de milliers d'espèces. Et ma foi, il meurt en 1778, Linné. Ses collections sont immédiatement évacuées de la maison familiale parce que Madame Linné et ses 3 filles en avaient par-dessus la tête d'être envahies depuis des décennies de tas de bestioles. Et un Anglais, James Edward Smith, avant de ce que ça en va à la poubelle en quelque sorte, lui propose de racheter, elle dit oui, je m'en fiche complètement, débarrassez-moi de ces collections. Et c'est ce qui crée la Linnean Society de Londres, le fonds ancien de la Société Linnéenne de Londres, qui est une des grandes sociétés savantes à l'époque. Gustave III a envoyé un bateau pourchassant l'expédition des collections de Linné en Angleterre, mais c'était trop tard, quoi. Donc tout le patrimoine scientifique de Linné appartient aux Anglais désormais. Oui, mais avec Linné, il meurt en 1778. En 1778, il y a quelques auteurs déjà qui, depuis quelques décennies, s'agitent. Des auteurs qu'on qualifie de libertins, mais qui ne sont pas du tout libertins pour les raisons auxquelles vous venez de penser. C'est bien pire. Des auteurs libertins qui pensent que... Et si Dieu n'existait pas ? Alors là, bon, évidemment. Et si Dieu n'existait pas, espèce d'expérience de pensée, vous voyez, dans le premier tiers du XVIIIe siècle, quelques auteurs imaginent comme ça, mais alors, dans leur fort intérieur, hein, pour l'instant, ils évitent de crier ça sur tous les toits, mais enfin, et si Dieu n'existait pas, qu'est-ce que ça changerait au monde que nous connaissons, au monde que nous décrivons ? Si le Dieu n'existait pas, du coup, les espèces n'auraient pas été créées par Dieu. Du coup, l'espèce humaine n'aurait pas été créée par Dieu. Alors là, ça devient apocalyptique, si vous suivez, parce que du coup, nous ne serions pas les descendants d'Adam et Ève, blancs, bien entendu, mais enfin, nous ne serions pas les descendants d'Adam et Ève, mais alors du coup, on pourrait prendre des formes bizarres, étranges. Alors du coup, le paradis terrestre n'existerait pas, mais alors l'âge de la Terre, vous voyez, tout. C'est-à-dire que quand vous avez une vision religieuse du monde, c'est, en termes savants, des fois, on peut parler de paradigme. C'est-à-dire où que vous regardiez, tout est bien construit pour que vous ne vous posiez pas de questions. Mais dès que vous commencez à décaler le point de vue, alors il y a l'ensemble de l'édifice qui commence à trembler, et puis les arbres vacillent et finalement s'écroulent. Alors regardez celui-ci, il fait partie de ces esprits libertins. Un monsieur qui s'appelle Benoît de Maillet, c'est pas un homme de science, il est consul de France en Égypte pendant un certain nombre d'années. Et vous voyez ces dates, il meurt en 1738, et le livre que vous avez ici à gauche qu'on a de lui, il paraît en 1748. Autant dire qu'il s'est dit, enfin, c'est peut-être pas utile que je publie ça de mon vivant. On sait que des copies clandestines circulaient sous le manteau, à la grande épouvante des premiers lecteurs qui ont vu vraiment des délires matérialistes, hein, c'est une expression. Et pourquoi ? Parce que ce livre, qui a un titre étrange, Téliamède, et c'est un entretien, donc en 2 volumes, sur la diminution de la mer, la formation de la terre, l'origine de l'homme, pour faire à bonne mesure, etc. C'est-à-dire, en gros, il se substitue complètement à la Bible. C'est-à-dire que vous aviez tout clé en main le récit biblique, et avec Benoît de Maillet, vous avez un récit qui prend complètement le contre-pied.
Alors d'abord le titre n'a rien de bien mystérieux. De Maillet et son nom à l'envers. Bon, voilà, humour de XVIIe siècle. Bon, mais ensuite, le contenu est intéressant. Alors, pour Benoît de Maillet, la vie est née sur Terre de semences, de graines répandues dans tout l'univers, qui, à un moment ou un autre de leur histoire, de leur parcours intersidéral, sont tombées sur Terre. Voilà. Enfin, quand je dis qu'elles sont tombées sur Terre, Benoît de Maillet dit qu'en fait, elles sont tombées dans les océans, parce que son idée, c'est que la Terre, à l'origine, était un astre entièrement recouvert d'eau. Bon. Donc, ces graines tombent dans l'eau. Du coup, dit-il, les premières formes de vie étaient exclusivement marines. Et ces espèces marines se sont bien développées, multipliées dans les océans. Et puis, au fil du temps, alors, comme ce n'est pas un homme de science, il n'est pas tenu du point de vue de ses contemporains, à être tout à fait crédible. Quelques milliards d'années plus tard, donc vous vous souvenez des 6000 ans de la Bible, donc lui il y va franchement, beaucoup plus tard, l'évaporation aidant, le niveau des océans a commencé à baisser, les océans, les continents ont commencé à émerger, et du coup toutes les formes de vie qui étaient jusque-là aquatiques, marines, eh bien, ont pu, c'est le verbe qu'il emploie, s'accoutumer. S'accoutumer à quoi faire? À vivre sur la terre ferme. Et dit-il, c'est comme ça que les poissons qui nageaient un peu en surface, et même les poissons volants, ont donné les oiseaux. Et puis les poissons qui nageaient un peu plus en profondeur ont pu donner les espèces qui marchent, qui rampent, etc. Et puis ça durera jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'océan et qu'il n'y ait plus que des continents. Présenté comme ça, c'est une théorie qui nous est sympathique, parce que etc. Enfin, la science, quand même, dans tout ça. Alors, ses contemporains, eux, ça a eu beaucoup de mal à passer, donc prudemment, il a publié son livre 10 ans après sa mort. Mais, en fait, quand on y regarde de plus près, les choses sont un peu plus compliquées que ce que je viens de vous raconter. Bon, d'abord, la version normale, voilà ce que dit exactement Benoît de Maillet, par exemple, pour illustrer ce qu'on vient de raconter. Il peut arriver, dit-il, que les poissons ailés et volants, chassant ou étant chassés dans la mer, emportés du désir de la proie ou de la crainte de la mort, ou bien poussés peut-être à quelques pas du rivage par les vagues qu'excitait une tempête, soient tombés dans des roseaux ou dans des herbages, et qu'en cet état, ils aient contracté une plus grande faculté de voler. Alors, leurs nageoires, n'étant plus baignées des eaux de la mer, se fendirent et se déjetèrent par la sécheresse. Vous voyez, c'est simple. Vous voyez comme c'est simple, mais vous voyez comme on sort totalement du créationnisme. Alors, je n'ai pas introduit le mot, mais c'est le moment fixiste. Parce que qui dit créationniste dit le monde figé, puisque le monde a été créé par Dieu. Donc, c'est un monde fixe. Ce qu'on appelle le fixisme, c'est l'idée exactement. Alors, Linné, il est créationniste, fixiste. Alors, tous les fixistes ne sont pas créationnistes, mais enfin, tous les créationnistes sont nécessairement fixistes. Voilà. Et là, en quelques lignes, ça fait complètement exploser. D'où il sort, celui-là, c'est pas possible. Bon. Alors, c'est vrai, et en même temps, quand on y regarde un peu plus près, les choses sont donc plus compliquées que ça, parce qu'on a le sentiment, en effet, que les formes de vie marine vont progressivement coloniser le milieu aérien, terrestre, etc. En fait, pas exactement. Pas exactement. En fait, ce que dit Benoît de Maillet, c'est que ces formes de vie qui étaient exclusivement marines sautent sur l'occasion de pouvoir coloniser un autre milieu pour exister sous une autre variante. C'est-à-dire qu'en fait, dans son esprit, les espèces existent sous deux formes. Une forme aquatique et une forme aérienne, une forme terrestre. Et là, vous posez une question inquiète, mais alors l'espèce humaine? Eh bien pareil, l'espèce humaine existe sous deux formes. Une forme aérienne, terrestre, c'est nous. Et puis la même chose en milieu sous-marin. Eh bien si. Regardez, ici vous avez dans ces images très célèbres qui figurent dans un des ouvrages du siècle précédent, le 16e, de Rondelet, mais qui ont été reprises évidemment par tous les autres. Qu'est-ce que c'est que cette affaire à gauche? À gauche, c'est un monstre marin à tête de moine. Ou alors, il y a la moitié du travail qui est fait déjà. Et à droite, c'est quoi? C'est un monstre marin en habit d'évêque. Bon, alors, et puis personne ne peut douter de l'existence, parce que vous voyez, si vous en doutez, au pire, vous pouvez dire c'est quelqu'un qui l'a inventé, mais ce quelqu'un, au bout du compte, il a été créé par Dieu. Donc si un être humain peut inventer quelque chose, ça veut dire que Dieu aurait tout aussi bien pu le créer.
Et du coup, ça n'a rien de bien extraordinaire. Ça, c'est des créatures, comme vous voyez en haut, monstrueuses, enfin des monstres. Enfin, ça n'a rien de bien extraordinaire dans la mesure où, finalement, après tout, Dieu a très bien pu créer ce genre de créatures. D'autant plus que des témoins les ont vus, hein, des témoins de bonne foi, enfin, sur lesquels on peut compter, des prélats, des nobles, etc., qui étaient là, qui peuvent attester de la véracité. Et vous voyez que des créatures comme ça apportent de l'eau au moulin, si je puis dire, de Benoît de Maillet. Ça veut bien dire qu'il y a une société humaine aquatique strictement comparable à celle que nous connaissons aujourd'hui. Donc vous voyez, avec Benoît de Maillet, déjà, alors c'est presque une expérience de pensée. On pense, alors c'est pas facile en histoire des sciences de savoir quand est-ce qu'un auteur est ironique, quand est-ce qu'il est burlesque, quand est-ce qu'il est sérieux, etc. C'est pas si facile que ça, enfin, c'est même extrêmement difficile de le savoir. Il faut vraiment connaître l'auteur dans toutes ses nuances. Mais enfin, on peut penser que Benoît de Maillet parle sérieusement, enfin imagine la chose sérieuse, mais évidemment, les lecteurs de Benoît de Maillet se font très discrets parce que vous sentez bien que ces idées sont particulièrement étranges. Par contre, d'autres auteurs qui sont d'authentiques hommes de science, eux, tiennent des propos qui ne sont pas inintéressants non plus. Hein. Regardez ici, selon celui-ci qui s'appelle Maupertuis, grande figure de l'astronomie, des mathématiques, voyageur. Linné, tout à l'heure j'ai oublié de vous dire, c'est un naturaliste de cabinet. Hein. Il n'est jamais sorti de sa Suède natale. Si, une fois, pour aller faire un voyage en Laponie, ce qui n'est quand même pas le bout du monde pour lui, mais il s'est fait piquer par une bestiole qu'il a baptisé ensuite de Furia Infernalis, bien fait pour elle, et de ce jour-là, il a été guéri de ses voyages. Il a envoyé tous ses élèves, qu'il a appelés ses apôtres, partout à la surface de la Terre, pour lui envoyer en Suède des spécimens à étudier. Maupertuis, lui, non, lui, il est voyageur, il n'y a pas de souci. Et vous voyez ici, lui, alors, c'est un homme de science, du coup, donc là, il publie ça de son vivant. Et lui, il est né une idée tout aussi diabolique, si l'on peut dire, c'est que peut-être que des espèces nouvelles pourraient apparaître. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Comment ça, des espèces nouvelles pourraient faire apparaître? Dieu a tout créé le monde il y a 6000 ans, point. Il ne va pas recommencer périodiquement. Ben pourtant, Maupertuis, lui, se demande si, ici, vous voyez, des espèces nouvelles n'auraient pas dû leur première origine à quelques productions fortuites dans lesquelles les parties élémentaires n'auraient pas retenu l'ordre qu'elles tenaient dans les animaux père et mère. Chaque degré d'erreur aurait fait une nouvelle espèce et, à force d'écarts répétés, serait venue la diversité infinie des animaux que nous voyons aujourd'hui. Alors, on ne peut pas rentrer dans le détail parce que, en fait, par ailleurs, il est défenseur d'une théorie un peu curieuse, mais qui n'est pas le seul à défendre, qu'on appelle la théorie de la double semence, c'est-à-dire qu'il pense que la femme comme l'homme, que la femelle comme le mâle sécrète une semence. Et c'est du mélange de ces deux semences que naît un nouvel individu. Et du coup, au cours de ce mélange, il peut y avoir des petites productions fortuites, comme il dit, qui expliquent que finalement les descendants ne sont pas tout à fait identiques à leurs ascendants. Toujours cela sur des périodes de temps quand même de l'ordre de 6000 ans. Mais vous voyez ici l'idée étrange, enfin pas étrange, l'idée pour nous novatrice de Maupertuis, qui lui a réfléchi à cette possibilité qui lui semble assez forte, que des espèces nouvelles puissent apparaître. Mais vous sentez bien que si des espèces nouvelles peuvent apparaître, on est en train de s'écarter du discours biblique, quoi. Enfin, autant dire que Dieu n'existe pas. Bon. Celui-là, vous le connaissez mieux, évidemment, Georges-Louis Leclerc, comte de Buffon, né la même année que Linné, 1707, est mort 10 ans après lui. C'est son ennemi héréditaire. Linné en Suède règne sur l'ensemble de l'Europe. Buffon, intendant du Jardin du Roi à Paris, ce qui s'appelle le Muséum national d'histoire d'un jardin des plantes, pour nous, pendant 50 ans, mais qui va imposer aussi ses vues à l'Europe. Donc c'est un choc de titans entre les deux. On va en voir un deuxième par la suite, mais enfin là, celui-là, c'est un choc de titans entre les deux conceptions complètement opposées du monde. En plus, Buffon, il est matérialiste, probablement athée. Mais il est diplomate. Donc, du coup, il va se débrouiller pour. Et alors, lui, beaucoup de choses. Hein. Vous voyez, le résultat principal, c'est que lui affirme, preuve mathématique à l'appui, 500 pages de calcul. C'est une des grandes figures des mathématiques, Buffon. Il affirme que l'âge de la Terre est de 75 000 ans. Voilà, là cette fois on est dans des chiffres durs et bien entendu il va être rappelé à l'ordre par la faculté de théologie de Paris.
on connaît toute la valeur de vos travaux, mais enfin, vous savez bien que vous ne pouvez pas assurer que l'âge de la Terre est de 75 000 ans. Vous savez bien que l'âge de la Terre est de 6 000 ans. Et Buffon, donc, diplomate, hypocrite, va leur dire, oui, oui, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, il a fait 500 pages de calcul quand même avant. Il dit, oui, non, mais je me suis trompé, vous inquiétez pas, je corrigerai tout dès le prochain volume. Ben, on attend toujours, évidemment. On attend toujours, et d'autant plus qu'il récidive. Alors attendez, on va faire. Il récidive en 1778, donc 30 ans plus tard, avec un livre qui s'appelle Les époques de la nature, dans lequel il divise l'histoire géologique de la Terre en 7 époques, vous avez ici, et dans le livre, donc 30 ans plus tard, dans lequel il dit l'âge de la Terre est de 75 000 ans. Et là, que fait la faculté de théologie de Paris? Eh bien, la faculté de théologie ne fait rien du tout, parce qu'en 1778, elle commence à comprendre que la partie est en train d'être perdue pour elle. En 1749, auparavant, elle pouvait encore un tout petit peu, elle l'a fait même avec quand même beaucoup de précautions, rappeler à l'ordre Buffon. Et l'argument qu'elle utilise est un argument complètement pourri, évidemment, en 1778, en disant non, mais bon, qu'est-ce qu'ils ont, on lui a déjà dit il y a 30 ans, il gâtouille complètement, etc. En fait, il ne gâtouille pas du tout. Hein. Comme dirait M. de la Palisse, Buffon mourra 10 ans plus tard en parfaite santé. Hein. Il sait parfaitement ce qu'il écrit. Mais en 1778, c'est plutôt la faculté de théologie qui sent qu'elle ne va pas pouvoir en permanence comme ça rappeler à l'ordre les uns et les autres. Donc vous avez ici le descriptif de sa vision. Alors, bon, vous voyez, alors son idée à lui, c'est exactement le contraire de Benoît de Maillet. Son idée à lui, c'est que la Terre à l'origine est une boule de feu, une boule de matière incandescente, un morceau de soleil en fait, qui a été arraché par une comète. Et cette comète, arrachant des morceaux de soleil, a créé les différentes planètes du système solaire. 7 à l'époque de Buffon sont connues. Et la Terre, donc, est un astre chaud. Et ça veut dire que toute l'histoire qu'il va raconter, Buffon, est une histoire qui est orientée en fonction du refroidissement de la planète Terre. C'est-à-dire, vous voyez, les 3 premières époques, grosso modo, sont des époques qui ne sont pas encore favorables à l'apparition de la vie, parce qu'il fait trop chaud sur Terre. Et puis, ce n'est guère que, justement, quand l'eau commence à couvrir nos continents, 35 000 ans après l'apparition de la Terre, que là, la vie va naître de manière spontanée. Alors, là encore, il n'y a pas 50 solutions. Ou bien c'est Dieu qui crée la vie sur Terre, qui l'a créée, ou bien elle naît par génération spontanée. Voilà, il n'y a pas de demi-mesure. Et dans le cas de Buffon, voilà, les espèces naissent par génération spontanée. Toutes les espèces, hein, si vous étiez promené à cette époque-là, vous pouviez avoir un éléphant qui naissait spontanément devant vous. Mais Dieu soit loué, enfin non, Buffon soit loué, 7e époque, l'homme arrive au dernier moment. Entre-temps, toutes les espèces sont nées, le monde est parfait et n'attend plus que nous, quoi, le couronnement de cette création. Alors, ce qui est intéressant chez Buffon, c'est que, vous voyez, il commence à comprendre ce que sont les fossiles. Et il l'explique d'une manière prudente. Il n'est quand même pas va-t-en-guerre, il sait ce qu'il peut perdre quand même. Vous voyez, en haut, il dit on trouve en France non seulement les coquilles de nos côtes, mais encore des coquilles qu'on n'a jamais vues dans nos mers. C'est le cas de certaines pétrifications, comme les grosses vis, le buxin appelé abat-jour, les sabots, dont l'analogue vivant est étranger ou inconnu. Alors, vous voyez, l'analogue vivant est étranger ou inconnu. Il ne dit pas que ça n'existe plus, il dit pour l'instant on ne les a pas trouvés. C'est toujours le bon argument dans les premiers temps. Il reste tellement de terre à explorer que si ça se trouve, on va les trouver. Bon. Et puis quand même, hein, il dit il est à croire que les cornes d'Amon, les ammonites, hein, et quelques autres espèces qu'on trouve pétrifiées et dont on n'a pas encore trouvé les analogues vivants, demeurent toujours dans le fond des hautes mers. Il essaie de sauver les meubles comme il peut. Mais il peut se faire aussi qu'il y ait eu de certains animaux dont l'espèce a péri. Ces coquillages pourraient être du nombre. Les os fossiles extraordinaires qu'on trouve en Sibérie, au Canada, en Irlande et dans plusieurs autres endroits semblent confirmer cette conjecture. Et ça, c'est la question bien embrouillée pour un auteur de ce temps, par exemple de la découverte des mammouths dans la glace. Des mammouths qui sont interprétés comme étant des éléphants. C'est bien normal puisque la Terre à l'origine est un astre chaud. Vous voyez comme tout fonctionne bien. En fait, en histoire des sciences, on voit bien comment la science fonctionne, combien elle fonctionne à peu près tout le temps pareil, c'est-à-dire que a posteriori, c'est extrêmement simple de voir quels sont les points d'achoppement ou leurs erreurs, si on peut parler comme ça. En fait, quand vous êtes dedans, votre univers conceptuel est verrouillé de partout,
il vous est impossible, enfin, sauf vraiment à faire une rupture terrible, mais il vous est quasiment impossible de penser différemment de ce dans quoi vous vivez. Pensez le monde en dehors de ce monde, c'est quasiment impossible. Et là, c'est pareil, lui, tout devrait lui montrer que la Terre n'a peut-être pas nécessairement été un astre bouillant à l'origine, et tout devrait lui montrer que, bon, allez, dis-nous que les fossiles, c'est des espèces qui ont disparu, puis l'affaire est réglée. Mais non, parce qu'il faut qu'il ménage plein de choses en même temps. Ah oui. Donc on avance avec beaucoup de lenteur. Alors celui qui avance avec moins de lenteur, par contre, c'est une grande figure, Georges Cuvier, qui est né en 1769 et qui est mort en 1832, emporté par l'épidémie de choléra. C'est une pandémie, quoi, enfin, qui s'est abattue sur l'Europe. Alors lui c'est un as du consensus. Il est croyant, en dépit de ses dates, enfin pas en dépit, mais enfin bon, on attendrait, il est croyant, voilà, il a une vision religieuse du monde. Pour lui, l'âge de la Terre est de 6000 ans. Malheureusement pour lui, il est le fondateur de 2 disciplines qui lui montrent exactement le contraire. Et donc il va falloir qu'il mette en coïncidence les deux. Alors pour lui, l'âge de la Terre est donc de 6000 ans, seulement il reconstitue des fossiles. Alors lui, Cuvier, il reconstitue des fossiles de gros quadrupèdes, des gros animaux. Bon, c'est un personnage extraordinaire, enfin, vraiment un héros de cette époque-là, mais il redonne vie à des animaux comme le mégathérium, le paléthérium, les mastodontes, les ptérodactyles, etc., des gros animaux. Il est fondateur de l'anatomie comparée, il est fondateur de la paléontologie des vertébrés, donc vraiment des titres de gloire, une belle carte de visite. Seulement le problème, c'est que là, pour le coup, on ne peut plus dire qu'ils sont terrés au fin fond des océans ou dans des contrées lointaines, ce sont des gros animaux qui se voient, qui se déplacent. Et sa conviction, c'est que ce à quoi il a redonné vie, en fait, correspond à des espèces perdues, à des espèces qui ont disparu. Seulement, il est croyant. Alors comment on fait ? Il est croyant, donc c'est pas possible que des espèces aient pu disparaître. Alors il va proposer cette théorie ici des catastrophes. On parle du catastrophisme de Cuvier. D'ailleurs, certaines théories de la météorite, là, 65 millions d'années, etc., sont un peu inspirées de ce que raconte Cuvier. Et donc Cuvier imagine que des catastrophes périodiques, alors pas des petites tornades du coin, non, vraiment des catastrophes terribles, des tremblements de terre, du volcanisme, des raz-de-marée, etc. Il va imaginer que périodiquement des catastrophes ont comme ça annihilé la surface de la Terre et qui explique pourquoi les espèces ont disparu. Catastrophisme absolu en quelque sorte. Oui, mais un esprit d'aujourd'hui dirait, à son époque on lui dit, mais oui d'accord, mais enfin on est là nous, maintenant. Donc qu'il y ait eu des catastrophes qui explique pourquoi ces espèces ont disparu. Why not ? Mais enfin, la vie a réapparu. Oh, pas de souci, Dieu s'est remis au boulot. Et il sent bien lui-même, il se dit, Dieu a fait bien le job pendant 6 jours, et on ne voit pas très bien pourquoi il serait... Oui, mais enfin, le déluge, ça... Oui, catastrophe, le déluge, par exemple. 40 jours, 40 nuits, c'est déjà un point d'appui sur le catastrophisme. Et vous y croyez pas, mais enfin, dans la Bible, vous avez une catastrophe dont personne ne doute. Bref, et il se rend bien compte que quand même, et donc il va un peu améliorer ou ménager un peu les choses, il va dire que les catastrophes ne sont pas aussi généralisées qu'il le pensait, que ça n'a affecté que par exemple toute l'Australie, enfin que des parties de continents, ce qui fait qu'il y a des parties préservées, et qui ensuite, les espèces de ces parties conservées vont pouvoir coloniser les parties qui ont été dévastées précédemment. Alors je passe sur ça parce que je vois que l'heure tourne, celui-là aussi, tant pis, ce sera. Par contre, bon, je passe pas sur ça parce que quand même, pour vous montrer le succès des idées de Cuvier, vous voyez qu'ici il a un excellent attaché de presse pour la personne de Balzac. Alors Balzac, attention, écrivain bien sûr, qui donc lui non plus n'est pas tenu à dire des vérités, donc vous êtes-vous jamais lancé dans l'immensité de l'espace et du temps en lisant les œuvres géologiques de Cuvier. L'immensité du temps, non, c'est 6000 ans chez Cuvier, mais bon, Balzac a bien le droit de dire ce qu'il veut. Emporté par son génie, avez-vous plané sur l'abîme sans bord du passé, comme soutenu par la main d'un enchanteur, en découvrant de tranche en tranche, de couche en couche, sous les carrières de Montmartre, ou dans les schistes de l'Oural, ces animaux dont les dépouilles fossilisées appartiennent à des civilisations antédiluviennes, et l'adjectif a toute sa force, évidemment. L'âme est effrayée d'entrevoir des milliards d'années, donc ça c'est Balzac qui parle,
des millions de peuples que la faible mémoire humaine, que l'indestructible tradition divine ont oublié et dont la cendre entassée à la surface de notre globe y forme les 2 pieds de terre qui nous donnent du pain et des fleurs. Cuvier n'est-il pas le plus grand poète de notre siècle? Lord Byron a bien reproduit par des mots quelques agitations morales, mais notre immortel naturaliste a reconstruit des mondes avec des eaux blanchies, a rebâti des cités avec des dents, a repeuplé 1000 forêts de tous les mystères de la zoologie, avec quelques fragments de houille, a retrouvé des populations de géants dans le pied d'un mammouth. C'est beau, hein? Quand vous avez un attaché de presse comme ça, on sait bien que le catastrophisme de Cuvier a vraiment été en odeur de sainteté, je viens de le dire. Vraiment, c'est lui qui l'emporte hein, jusqu'à sa mort en 1832. Il l'emporte, pourquoi ça? Parce qu'en face, il a un adversaire de première importance. Il y a 25 ans qui les séparent tous les deux, Jean-Baptiste Lamarck. Celui-là, il est né en 1744, Cuvier était né en 1769. Une génération entre les deux et une bataille terrible entre les deux. Après la bataille tout à l'heure, Linné-Buffon, là, vous avez autour des années 1800 la bataille Cuvier-Lamarck. Cuvier, croyant, catastrophiste. Lamarck, un peu croyant aussi, mais il dit, bon, enfin, Dieu ne s'intéresse pas à ce qu'on raconte, nous, en tant que naturaliste, il a autre chose à faire. Et lui, ce qui frappe Lamarck, alors il travaille, lui, sur des invertébrés, des petits animaux, pas les gros fossiles spectaculaires de Cuvier, mais du coup, il a à sa disposition des dizaines de milliers d'échantillons d'invertébrés. Et lui, ce qui frappe, contrairement à Cuvier, c'est que les invertébrés qui vivent aujourd'hui sont ce qu'il appelle des espèces analogues. C'est-à-dire que, franchement, prétendre que les invertébrés que nous connaissons aujourd'hui sont complètement différents de ceux d'hier, non, ils se ressemblent, quoi. Enfin, ils se ressemblent. Et du coup, dit-il, enfin, si vraiment il y a eu des catastrophes qui ont dévasté la Terre, au point de tuer les gros animaux, comme le prétend Cuvier, on ne voit pas comment les petits y auraient survécu. Donc on devrait manquer complètement les invertébrés qui nous sont conservés sous forme fossile, on ne devrait trouver aucune forme apparentée ou analogue aujourd'hui. Or non, ce qu'on voit c'est que c'est un peu pareil. Donc vous voyez ici, chez Cuvier, il y a une vision très discontinue avec des ruptures, des catastrophes, etc. Lamarck, il dit, moi je vois bien quand même. Seulement il est un peu plus prudent, Lamarck, il dit, c'est vrai qu'ils sont analogues, mais ils ne sont pas tout à fait identiques. Et c'est là que tout se joue. Parce que Jean-Baptiste Lamarck va dire ils ne sont pas tout à fait identiques, et si ça se trouve, ils sont le fruit d'une transformation très lente des espèces au cours du temps. Alors chez le Cuvier, c'était 6 000 ans, chez Lamarck, il ne donne pas de précision, mais c'est en millions d'années hein, qui compte. Alors là, du coup, vous voyez, on est en train de sortir, c'est fini en fait, hein, la vision religieuse du monde. Alors bon, pareil, Lamarck, lui, c'est lui qui donne la définition du fossile au sens où nous l'entendons aujourd'hui. C'est un élève de Buffon, donc il a été à bonne école. Buffon n'a pas eu le temps, peut-être, ou pas l'envie d'aller jusqu'au bout dans sa réflexion, enfin de pousser les conséquences jusqu'au bout. Lamarck, lui, il va y aller, hein, donc bon, je vous laisse éventuellement lire ce petit texte. Là, je suis obligé d'avancer parce que sinon je vais me faire houspiller par les organisateurs. Mais enfin, bon, vous voyez que ici, c'est pareil. Alors peut-être le texte suivant, mais ça va être pire que tout. Voilà. Vous voyez, en fait, c'est que Lamarck, ça l'embarrasse d'admettre que des espèces aient pu disparaître. Il est croyant lui aussi. Du coup, si vous admettez que des espèces ont disparu, ça veut dire que là, vraiment, tout ce à quoi vous croyez tombe par terre. Alors, il négocie, il dit, mais au fond, après tout, elles ont peut-être été créées par Dieu, j'en sais rien, ils s'en fichent en fait. Mais par contre, elles ne sont pas fixes. Elles ne sont pas fixes au cours du temps. Elles ne sont pas fixes. Et là, voilà, on doit s'attendre à ne jamais retrouver parmi les espèces vivantes la totalité de celles que l'on rencontre dans l'état fossile. Et cependant, on n'en peut pas conclure qu'aucune espèce soit réellement perdue ou anéantie, sous-entendu, comme le raconte Cuvier. Il est sans doute possible que parmi les plus grands animaux, il y ait eu quelque espèce détruite par les suites de la multiplication de l'homme dans les lieux qu'elle habitait, mais cette conjecture ne peut acquérir de fondement par la seule considération des fossiles. On ne pourra prononcer à cet égard que lorsque toutes les parties habitables du globe seront parfaitement connues. Vous voyez, c'est du Buffon, c'est un peu... Enfin, on n'avance pas à pas dans tout ça, parce qu'ils sont confrontés à des dizaines de milliers d'espèces, et donc il va préférer penser que les espèces se transforment au cours du temps. Alors des fois je donne une image, mais l'expérience montre mais je m'obstine, que personne ne la comprend. Mais vous prenez, c'est une expérience de pensée, vous prenez un nourrisson et vous prenez le vieillard qu'il deviendra. Difficile d'avoir les deux en même temps, c'est vrai. Pour Cuvier,
Pour Cuvier, eh ben, l'espèce nourrisson a été annihilée par une catastrophe, et puis voilà, puis aujourd'hui on a l'espèce vieillard. Lamarck dit non, il n'y a pas eu de catastrophe entre les deux, si ça se trouve, dans l'espèce vieillard, ce n'est que la transformation sur une longue période de temps de l'espèce nourrisson. Vous voyez. Et ça joue sur rien, et allez donc convaincre vos contemporains, qui sont eux, pour le coup, pour la plupart d'entre eux, encore élevés dans la vision religieuse du monde, c'est très compliqué. Et en fait, Cuvier, lui, c'est spectaculaire, enfin, c'est Jurassic Park, quoi. En fait, Cuvier, oui, ça éclate de tous les côtés, c'est en phase avec le romantisme et tout. Enfin, tandis que Lamarck, ça porte sur des petits animaux invisibles que personne ne connaît, enfin bon, ne reconnaît. Et puis il vous dit, bon, c'est extrêmement compliqué. Ceci étant, il nous dit ça, il imagine, alors il est le père du transformisme, de la théorie de la transformation, l'oiseau que le besoin attire sur l'eau, pour y trouver la proie qui le fait vivre, écarte les doigts de ses pieds lorsqu'il veut frapper l'eau et se mouvoir à sa surface. La peau qui unit ses doigts à leur base contracte par ces écartements sans cesse répétés des doigts l'habitude de s'étendre. Ainsi, avec le temps, les larges membranes qui unissent les doigts des canards, des oies, se sont formées telles que nous le voyons. Vous voyez la partie « ainsi avec le temps ». C'est la première fois qu'on le voit explicitement dit, c'est-à-dire que la théorie de Lamarck, en gros, il dit ça, c'est contemporain, mais il est bien élevé, il ne dirait pas ça comme ça, mais au fond, vous ne pouvez pas comprendre ce que je vous raconte si vous n'envisagez pas les phénomènes que je décris sur de très longues périodes de temps. Très longues périodes de temps. Mais très longue période de temps, c'est facile à dire. Il le dit d'ailleurs, il dit « Oh, quelle est grande l'antiquité du globe terrestre et combien sont petites les idées de ceux qui attribuent à l'existence de ce globe une durée de 6000 et quelques cents ans depuis son origine jusqu'à nos jours. » Ceux qui attribuent, c'est qui ? C'est Cuvier. C'est Cuvier qui l'a en dynamique. Et le jeune Cuvier ne laisse pas passer ça. Il dit « Il y a dans les animaux des caractères qui résistent à toutes les influences, soit naturelles, soit humaines, et rien n'annonce que le temps ait à leur égard plus d'effet que le climat. Oh, je sais que quelques naturalistes, suivez mon regard, comptent beaucoup sur les milliers de siècles qu'ils accumulent d'un trait de plume, mais dans de semblables matières, nous ne pouvons guère juger de ce qu'un long temps produirait qu'en multipliant par la pensée ce que produit un temps moindre. 0 plus 0 égale... Vous voyez, deux contemporains, alors par parenthèse, ils enseignaient au même établissement, donc il y avait intérêt à ne pas se tromper de cours pour répondre aux questions d'examen, parce qu'entre Cuvier et Lamarck, c'est vraiment deux visions complètement différentes. Simplement, Lamarck va mourir en 1829, un peu isolé malgré tout, un peu isolé, et Cuvier, au contraire, mourra triomphant. Il dit en bas, ce qu'un long temps produirait qu'en multipliant par la pensée, ce produit un temps moindre, l'exemple qu'il donne, c'est celui de l'ibis égyptien. À gauche, l'ibis tel qu'il l'a disséqué, momifié, extrait des pyramides d'Égypte. À droite, au milieu, l'ibis actuel. Et il dit, vous voyez bien que franchement, entre un ibis momifié par les pharaons, à l'époque des pharaons, et l'ibis qui vit aujourd'hui, il n'y a aucune différence. Et Lamarck est accablé en disant, mais je ne vous parle pas de 3-4 000 ans entre les deux. Non, je vous parle de transformation qui s'étale sur des millions d'années. Mais quelle preuve il peut apporter, Lamarck, à part de consacrer des centaines de pages à sa théorie, c'est très compliqué. Allez, puisque c'est vous quand même, ce texte qui n'a aucun rapport à ce qu'on vient de dire, mais qui est de Lamarck. Alors, soit on est pressé, soit on n'est pas pressé. Si on est pressé, on lit la dernière ligne. On dirait que l'homme est destiné à s'exterminer lui-même après avoir rendu le globe inhabitable. Lamarck, 1820. Vous voyez qu'on avance, considérablement. Alors, vous avez tout le développement au-dessus, mais c'est pour vous dire que c'est pas seulement... Tous ces auteurs sont des penseurs de leur temps aussi. C'est pour ça que Diderot, Rousseau, Voltaire sont impliqués dans cette affaire. Voilà. Franchement, si on la sort du contexte, celle-ci, il n'y a pas de souci. Et nous arrivons en 1859. Oui, pardon. Et du coup, la phrase de Lamarck, c'était tiré de quel livre du système des connaissances positives, 1820. C'est pas le livre le plus célèbre de Lamarck. Voilà, c'est étonnant ce texte. Ah ouais, là franchement, quand on lit ça... Mais en fait, Voltaire, par exemple, en 1764, dans son dictionnaire philosophique, prévient ses contemporains que des espèces commencent à devenir fort rares et que même nous n'avons plus telle ou telle espèce. Et là, souvent je dis, vous voyez, c'est Voltaire pur, si on peut dire. C'est-à-dire que ses contemporains sont absolument incapables de comprendre ce qu'il veut dire.
il faut vraiment avoir pris ses distances avec une vision religieuse du monde pour oser affirmer comme ça, tranquillement, que nous n'avons plus de murex, que les lions et les rhinocéros commencent à devenir fort rares. Alors, fort rares, dans le cas présent des lions et des rhinocéros, parce que c'est l'homme qui leur livre une chasse effrénée, mais on est en 1764. Et on avance sérieusement par rapport à notre époque. Et affirmer que des espèces ont pu disparaître, c'est quasi impossible à admettre pour ses contemporains. Pardon ? C'est une blasphème. Oui, quasiment. Mais oui, quasiment. C'est une petite phrase qui synthétise toute une vision personnelle du monde qui, quand même, doit attirer l'attention. Alors ça, c'est le livre de Darwin, 1859. Darwin est né en 1809, l'année où Lamarck publie toute sa théorie. Dans la famille Darwin, vous savez qu'il y a Pépé Darwin, Erasmus Darwin, le grand-père. Et en fait, Erasmus Darwin était un grand naturaliste anglais qui connaissait tous les auteurs que nous avons évoqués jusqu'à présent. Et Charles Darwin, son petit-fils, ne l'a pas vraiment connu. Mais enfin, on peut penser quand même qu'il a dû arracher quelques pages dans la bibliothèque de Pépé et puis s'imprégner un peu de tout ce qu'on vient de dire. Et en 1859, donc, il publie cet ouvrage sur l'origine. Alors en fait, comme je dis souvent aux étudiants notamment, si vous connaissez le titre du livre, le titre complet du livre de Darwin, vous connaissez son contenu. Parce que vous voyez, on donne comme titre, nous, souvent, l'origine des espèces, mais l'origine des espèces au moyen de la sélection naturelle. C'est le concept fondamental que va défendre Darwin, ou la préservation des races favorisées dans la lutte pour l'existence, Struggle for Life. Donc, pratiquement, comme je leur dis, vous pouvez éviter de lire le livre de Darwin si vous retenez le titre, parce que vous avez dedans, dans le titre, les concepts fondamentaux qu'il met en valeur. Alors bon, il y a d'abord un double constat que fait Darwin. Il dit celui d'une grande, qu'est-ce que j'ai mis, d'une grande variabilité des organismes au sein des espèces, les uns et les autres représentent des petites différences, qui sont liées, ces variations, aux conditions extérieures, ou à l'usage ou à l'absence d'usage d'un organe. Alors ça, franchement, c'est du Maupertuis, c'est du Lamarck. Pas trop eu le temps, mais si Darwin avait dit ça, oui, et alors, quel est le problème ? Ça, c'est son point de départ, mais qui... Alors bon, les biographes anglais de Darwin disent non, mais il ignorait tout de Lamarck. Non. Bref, mais ça, par contre, la deuxième partie de son constat lui appartient en propre, à savoir qu'on assiste au fil du temps, en quelque sorte, à une augmentation exponentielle du nombre des espèces qui induit une lutte pour l'existence à 3 niveaux, avec les concurrents, c'est-à-dire au sein d'une même espèce, entre individus d'une même espèce, des concurrents, entre individus d'espèces différentes, c'est-à-dire avec des prédateurs, et puis aussi contre le milieu. Supposons que le climat se réchauffe, ça va finir à un moment ou à un autre par avoir une incidence sur les différentes espèces. Et si vous prenez en compte ces deux constats, dit Darwin, nécessairement quelques individus vont présenter des variations individuelles qui vont les favoriser dans cette lutte pour l'existence aux 3 niveaux qu'il évoque. Et du coup, comme ils vont être favorisés, ils vont pouvoir se reproduire et ils vont pouvoir introduire cette petite caractéristique qui a fait la différence à leur descendance. Et ainsi, au fil du temps, alors là pour le coup chez Darwin c'est vraiment aussi au fil du temps, les espèces que nous connaissons sont apparues et sont différentes de celles qui étaient à l'origine. Et voilà ce qu'il dit exactement. Il dit quelle que puisse être la cause déterminante des différences légères qui se produisent entre le descendant et l'ascendant, cause qui doit exister dans chaque cas, nous avons raison de croire que l'accumulation constante des différences avantageuses a déterminé toutes les modifications les plus importantes de structure, grâce auxquelles les êtres innombrables qui peuplent la surface de la Terre parviennent à lutter les uns avec les autres et les mieux adaptés à survivre. Alors il reste un poil de religiosité dans ce petit texte, c'est le terme adapté, adaptation, parce que il faut se méfier de ce mot, adaptation, parce que ça veut dire quoi adapter ? Vous êtes adapté à un cadre qui a déjà été préétabli. Vous voyez, être adapté, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a défini les normes ou le cadre. Donc il resterait un poil, mais enfin, on ne va pas lui en vouloir. C'est ce qu'il appelle en 1859 la descendance avec modification. Il n'utilise jamais le terme d'évolution parce qu'à son époque,
le terme d'évolution a une autre signification, il ne veut pas qu'on se mélange les significations, et ce n'est qu'un de ses disciples, Spencer, en 1864, qui dira, bon, ils ont compris, appelons ça évolution, et puis on parle de la théorie de l'évolution. Je vous aurais bien parlé de celui-là, mais on n'a pas le temps, je vais arrêter pour que vous ayez éventuellement l'occasion. Ça, c'est notre ami Haeckel, je ne vais pas vous en parler non plus. Ça, c'est vous montrer que la communauté scientifique française n'a rien compris à Darwin et pendant 20 ans, que celui-ci, Pierre Flourens, grande figure de la physiologie animale et humaine, a écrit un livre entier, pas très épais, heureusement, en 1864, pour dire tout le mal qu'il pensait du livre de Darwin. Et là, bon, on montre très facilement qu'en fait, il n'a lu de Darwin que la traduction en français, qui est parue en 1862, une traduction totalement fautive, partisane, militante, etc. Enfin bon, bref, on se demande bien comment le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences en 1864 a attendu la traduction en français du livre de Darwin, et comment il a pu se dire que ce qu'il était en train de dire, c'était Darwin et non pas en fait la traductrice. Bon, c'est un vrai mystère. Espérons que nos biologistes actuels prennent un peu plus de soin lorsqu'ils donnent des arguments pour ou contre un sujet. Et puis, donc ça vous apprendra. J'ai repris la petite illustration, ça m'aide même plus. Je termine avec une figure de la théorie de l'évolution de notre époque, qui est mort en 2005, il me semble, et qui est bien source de difficultés. Parce que voilà ce qu'il nous dit. Il nous dit que la théorie fondamentale de l'évolution a reçu une confirmation si complète que celle-ci est devenue un fait pour les biologistes modernes. Elle est aussi bien établie que le fait que la Terre tourne autour du Soleil et non l'inverse. Et là, vous voyez, ça c'est quasiment anti-scientifique, parce que là vous avez une phrase absolument dogmatique, qui ne souffre pas la contradiction, et qui, par certains aspects, alors c'est pas cette phrase en particulier, mais la manière de parler de la biologie et de l'évolution actuelle, qui suscite justement des réactions néo-créationnistes, notamment aux États-Unis, hein, bien sûr. C'est-à-dire qu'avec cette idée qu'au fond, voilà, c'est un dogme, c'est une vérité, c'est un fait. Il dit, bon, il dit ce que vous voulez dire, c'est terminé. Or, l'histoire des sciences nous montre bien que si on revenait dans 150 ans, probablement que la théorie de Darwin serait oubliée, elle sera remplacée par une autre théorie. C'est inexorable, c'est toujours comme ça au fil des siècles. Pour l'instant, c'est celle qui tient le choc, enfin, avec ses variantes actuelles, bien sûr. Mais enfin, dire d'une théorie scientifique que c'est comme ça. Et alors, vous voyez la comparaison, hein, c'est-à-dire que le biologiste éprouve le besoin de prendre sa comparaison dans le domaine des sciences dures, très dures, l'astronomie, les mathématiques, la physique. Il ne prend pas un exemple dans la biologie, des fois que... Donc là on sent que c'est vraiment quelqu'un qui a la volonté d'assommer l'adversaire, enfin de réduire à néant la critique. Et ça, ça suscite... Bon, je pense que là, c'est quand même pour de mauvaises raisons, mais enfin, on peut comprendre que ça suscite quelques réactions d'hostilité pour ceux qui... Bon, les gens ont bien le droit d'être croyants, et la plupart de ceux des biologistes, s'ils sont croyants, ça ne les empêche pas d'être évolutionnistes, vous voyez. Mais enfin, en même temps, ça suscite quand même des tensions. Il faudrait éviter quand même que les grands, surtout des gens comme lui, hein, qui sont vraiment les théoriciens actuels de la théorie de l'évolution, s'expriment d'une manière aussi dogmatique, privant vraiment de débats possibles, non pas avec des créationnistes de notre temps, bon c'est vrai que là ça ne vaut pas vraiment le coup de parler avec eux, enfin il y a quand même plein de choses encore hein, qui restent à découvrir sur ces mécanismes. Bon, si vous aviez envie de résumer tout ce qu'on a dit là, ben voilà, c'est ça. Et puis j'ai quelques références bibliographiques puisqu'on m'a demandé de ça, d'en proposer, mais enfin bon, voilà, enfin comme vous voulez. Ça, bon, ça c'est le commentaire, c'est ce que j'ai raconté, hein. Le fixisme, alors je n'ai pas insisté trop sur ce terme de fixisme, mais enfin, voilà, dès que vous pensez que le monde a été créé par Dieu, vous êtes forcément fixiste. Et toute la difficulté, vous voyez, on avance pas à pas dans cette affaire, hein, personne ne détient franchement la vérité, on ne sait pas trop, on avance un peu de manière très très prudente. Puis en bas, voilà, bien distingué du créationniste, hein, parce que ne faut pas mettre le créationniste dans le même sac, quoi. Le créationniste du XVIIIe siècle, il ne peut pas être autrement que créationniste, point. Voilà, tandis qu'à notre époque, lui, il a le choix. Voilà. Merci. Si vous avez des potentielles questions, oui. Eh ben, comment a été reçue l'œuvre de Darwin, du moment où elle est parue, quoi ?
L'œuvre de Darwin, en Allemagne plutôt bien, avec tout l'arrière-plan de la sélection naturelle, la survie des plus aptes, etc. Ça leur a bien plu. Et puis on a quelques grandes figures du darwinisme allemand, Ernst Haeckel, que j'ai zappé brutalement tout à l'heure, qui se retrouve, on va dire, dans cette théorie. Dans son pays d'origine, l'Angleterre, ils ont trouvé que ça manquait un peu de but, de projet, de tout ça, de dessin, des Eudosaciennes. Enfin, ils ne lui en veulent pas, parce qu'il est enterré côte à côte, sans mauvais jeu de mots, avec Newton, à Westminster, à Abbey. Donc, bon. Et puis aux États-Unis, c'est la réception ambivalente d'un pays qui est quand même profondément religieux et qui a un peu de mal à subitement adopter des thèses comme ça. Et puis en France, on a mis 20 ans avant d'admettre Darwin à l'Académie des sciences comme correspondant dans la Société de botanique. Voilà. Soyons prudents, on ne sait jamais des fois. Donc en France, ils ont été extrêmement lents. Alors il faut dire qu'en France, en fait, c'est vrai qu'on a une histoire. Bon, Cuvier, il est mis de côté désormais. Mais enfin, le grand concurrent de Darwin en France, c'est Lamarck, en fait. Et en fait, jusque dans les années 1950, il y a des darwiniens, et des néo-lamarckiens. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de leurs deux œuvres, mais en fait, les biologistes, jusque dans les années 50, étaient très attachés aux idées de Lamarck, pas seulement le Lamarck, un truc que j'ai survolé, mais profondément tout ça. Et d'ailleurs, la biologie de notre époque, avec certains aspects qu'on appelle l'épigénétique, se moque moins de Lamarck, se moque moins de Lamarck qu'on l'avait fait auparavant. Non pas qu'il a annoncé ce qu'on fait aujourd'hui, mais enfin en disant que ça paraît moins étrange ce qu'il disait de temps en temps que dans les périodes antérieures. Ce qui fait que pendant très longtemps en France, on a eu une discussion assez rugueuse, on va dire, entre les néo-lamarckiens et les darwiniens. Voilà. Et tout le malheur de l'accueil des idées d'un Darwin en France vient notamment de la traduction qui a été faite par une dame qui s'appelle Clémence Royer et qui a vu dans le texte de Darwin, qui s'en est saisi pour en faire un pamphlet anti-religieux, anticlérical. Voilà, et puis elle a totalement tordu tout. Elle a rajouté une préface de 60 pages, etc. Et elle a, par exemple, traduit Natural Selection par élection naturelle. Et vous voyez, ça se joue à une lettre, mais c'est pas pareil, quoi, entre être sélectionné et être élu, et tout dans le livre. Mais ce qui est surprenant, c'est que les grandes figures de la biologie aient eu le sentiment de lire Darwin en lisant ça. Enfin, d'abord, pourquoi ils n'ont pas lu Darwin en anglais tout de suite, quoi. Enfin, on n'imagine pas que le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, de cette époque comme de la nôtre, ne se soit pas précipité sur ce livre. Or, non. Et le livre que j'ai évoqué tout à l'heure, 1864, c'est un tissu on pourrait dire d'ânerie, même on pourrait le dire à son époque. Vous voyez, en histoire des sciences, on ne porte pas de jugement de valeur rétrospectif, parce que là, ils en auront autant à notre service plus tard. Mais malgré tout, c'est indigne de lui en 1864. Voilà, compte tenu du poste qu'il occupe, qui donne le ton finalement à la communauté biologique de son temps, rien ne peut justifier ce qu'il raconte, parce que c'est issu d'une lecture complètement partisane qui aurait quand même dû lui mettre un peu la puce à l'oreille. Donc on sent que, en fait, c'est plus que ça, quoi. Le darwinisme, ça insupporte complètement, profondément. Il y a un peu de nationalisme aussi, entre les deux, entre Lamarck et Darwin. Oui. Et la biologie moléculaire, elle a bouleversé beaucoup de choses. Là. Oui. Alors après, bon, là, moi, j'ai appelé ça darwinisme, mais il y a Darwin, qui est la théorie fondamentale avec son concept de sélection naturelle. Et puis après, il y a eu tout au long du XXe siècle. Alors actuellement, la biologie est toujours évolutionniste, bien sûr, mais selon des modalités. Tous ces travaux ont fait l'objet de recherches sur deux dimensions, à la fois sur le rythme de l'évolution. Est-ce que c'est une évolution qui est lente? Est-ce qu'elle est par à-coups, etc. Sur le rythme et sur le tempo. Alors, est-ce que c'est rapide? Et ensuite, est-ce que c'est saccadé ou pas? Et tout ça, il y a les travaux de la génétique, dans un premier temps. Ces petites variations, est-ce que c'était des mutations, pas des mutations? Beaucoup sont enthousiasmés à dire « Ah, mais ça y est, on a trouvé les gènes en 1906.
les chromosomes, etc. Donc il y a des mutations. Puis finalement, ils se sont dit, ben oui, mais quand il y a une mutation, du coup, l'organisme, c'est pas quelque chose de favorable, les 3 quarts du temps, il périt, donc ça va pas marcher. Et puis après, vous avez en effet tous les travaux que vous évoquiez, de biologie moléculaire, qui ont apporté à la biologie des populations, génétique des populations. Tout cela a permis, si vous voulez, de préciser un peu des mécanismes, de proposer aussi d'autres lectures, parfois qui ont tempéré un petit peu le jeu de la sélection naturelle. Chez Darwin et les darwiniens pur sucre, c'est vraiment la lutte pour l'existence, la survie du plus apte. Donc c'est le jeu aveugle de la sélection naturelle. Pouf, vous avez une faiblesse, vous êtes éliminé définitivement. Après, toutes les études que vous évoquez ont permis un petit peu de préciser. Mais enfin, aujourd'hui, sans être spécialiste du tout de ces questions, mais en fait, la biologie est évolutionniste, mais enfin les modalités, les tempos, le rythme, tout ça est un travail en fait. Mais en quoi parler par exemple de l'évolution du vivant? Je vais être choquée, mais en quoi est-ce que parler de l'évolution du vivant, de la succession des règnes minérales, végétales, animales, évacue forcément la transcendance? Non, elle l'évacue pas. C'est simplement, à notre époque en fait, à notre époque, il n'y a pas de souci particulier. C'est simplement que j'ai essayé de vous montrer que ça constituait le cadre intellectuel dans lequel œuvraient tous ceux que des époques. C'est-à-dire que ça conditionnait leurs questions et leurs réponses. C'est-à-dire que et l'impossibilité de comprendre. Mais quand je dis ça, c'est pas un jugement de valeur, hein, mais si vous voulez, on voit bien que parce qu'ils ont cette vision religieuse du monde, ils ont beaucoup de mal à comprendre ce que sont les fossiles. Vous voyez, typiquement, les fossiles, ils existent depuis la nuit des temps. Tout le monde les voit. En fait, rien n'interdit à n'importe quelle époque de comprendre ce que sont les fossiles, comme nous les comprenons aujourd'hui. Et pourtant, non. Et pourtant, non, parce qu'il y a, alors bon, en termes plus philosophiques, une sorte d'obstacle épistémologique à admettre que sous forme fossile nous sont conservées des espèces qui auraient disparu. Ça, c'est pas possible, puisque c'est Dieu qui les a créées. Vous voyez, alors à notre époque on est ailleurs, c'est pour ça qu'on va bien sûr trouver, j'imagine, des biologistes profondément croyants, sans que c'est d'incidence. Mais en même temps, il faut se méfier quand même, parce qu'il y a quand même toujours il y a le niveau des recherches scientifiques publiées, etc. Et puis quand vous creusez un tout petit peu après, au bout du bout, hein, si c'est un astrophysicien, si c'est un préhistorien ou autre, à un moment, il y a quand même sa vision personnelle du monde qui apparaît. Enfin, il n'y a pas de raison de s'en méfier, mais je veux dire, à un moment, mais le problème c'est que quand même la marge de manœuvre est vaste, hein, quand vous publiez à 12 dans une revue anglo-saxonne en anglais, il n'y a pas beaucoup de place à la philosophie. Mais à un moment, parce que quand même, c'est ça la recherche scientifique, hein, il y a une grande figure de la biologie moléculaire, François Jacob, qui distinguait la science de jour de la science de nuit. La science de jour, c'est celle pour laquelle on est payé, quoi, au quotidien, la blouse blanche, le laboratoire, machin, les éprouvettes, les publications. Et puis ça marche bien, il y a des méthodologies, des trucs. Et puis la science de nuit, c'est celle qui vous tombe dessus au moment où vous n'y attendez pas, mais en même temps qui est préparée par votre psychologie, par votre activité cérébrale en permanence. Et celle-là, elle peut déboucher parfois sur une très belle illumination. Enfin, c'est celle-là aussi qui vous guide dans l'écriture d'ouvrages qui seront plus scientifiques et dans lesquels vous allez donner un peu plus de généralité à vos propos. Et là tout devient possible. Vous voyez, après vous avez d'ailleurs un livre, puisque c'est en ce moment en débat, de Madame Catherine Bréchignac, qui a été longtemps secrétaire perpétuelle, enfin longtemps, elle aurait dû l'être toujours, je comprends pas, secrétaire perpétuelle de l'Académie des sciences, mais qui était assez réputée pour être climato-sceptique. Moi, je m'en fiche en tant que tel, vous voyez. Elle vient de sortir un livre pour nous mettre en garde contre l'obscurantisme. Alors, du coup, sur nos listes à nous, dit mais qu'est-ce que c'est que tu as fait? Enfin, bon, mais vous voyez, typiquement, c'est-à-dire en tant que secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, je pense que si on l'a choisi, élu, bon, c'est qu'il y avait, scientifiquement parlant, il n'y avait pas de difficulté particulière. Et puis, dès que, après, elle commence à défendre des points de vue qui ne sont pas consensuels, et ensuite en faire un ouvrage alors encore plus général, alors là, elle devient l'objet de critique. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il faut, soit il y a le scientifique qui reste dans son domaine, et puis franchement, hein, publier dans les revues immondes dans lesquelles on publie, ça fait de mal à personne, quoi. Il n'y a personne qui lit, enfin, il y a des spécialistes, voilà.
Par contre, si vous décidez de passer à la télévision, dans une émission de radio ou de publier un livre dans une maison d'édition qui n'est pas confidentielle, ben là, vous mettez un peu, enfin, vous exposez un petit peu. Et c'est dans ces ouvrages-là, effectivement, qu'il faut voir. Alors, mais ça, je pense que dans le travail quotidien, ça n'a pas beaucoup d'incidence, de conséquences dans le travail vraiment universitaire. Enfin, en sciences dures, hein, parce que nous, dans les sciences humaines, là, j'en jurerais moins quand même. Hein, j'en jurerais moins. Mais enfin, quand vous faites des équations mathématiques, des équations de réaction chimie, à mon avis, Dieu n'arrive pas trop à s'infiltrer. Oui. C'est pas une critique à ma formulation, ne prenez pas ça. Oui. Est-ce que Darwin considérait que la Terre existait il y a 75 000 ans comme la marque, ou est-ce qu'il était déjà, il pensait qu'elle avait plusieurs millions d'années? Oui, c'est ça, 330 millions d'années pour Darwin. Voilà. Et puis bon, il a une querelle avec Lord Kelvin sur des. Ça, enfin, là, c'est pas facile non plus. Hein. Enfin, même à notre époque, on est gentil, on croit les savants hein, qui nous disent il y a 4 milliards et demi d'années. Bon, très bien, 4 milliards et demi d'années. Enfin, c'est. Voilà. Non, mais. Vous savez, c'est pas si simple que ça le langage de la science, hein, parce que le langage de la science, c'est un langage proprement humain. Je vais vous donner un exemple, moi, qui m'avait frappé, c'est le nombre de planètes dans le système solaire. Donc il y a un avant 2006, je crois, et un après 2006. Franchement, un coup, vous dites il y en a 8, et le coup d'après, il y en a 9, il y en aura peut-être 12, puis finalement, il y en a 8. Vous dites, mais attendez, qu'est-ce que c'est que cette affaire? Les planètes, ça se voit quand même, hein. Il y a des planètes. Ben non, ça dépend de la définition du mot planète. Point, c'est tout. Et la nature, c'est comme Dieu, mais maintenant c'est la nature est sympa. C'est-à-dire que la nature nous répond tout le temps aux savants dans des termes qu'il comprend. Forcément, c'est lui qui crée le langage, si vous voulez. Donc la nature, elle s'en fiche, elle peut vous dire qu'il y a 30 planètes. Si l'humain savant change sa définition de planète, elle va vous répondre qu'il y en a 30. C'est pour ça qu'à chaque époque, la science fonctionne parfaitement bien. Quand Aristote dit « la Terre est immobile au centre du monde », ça marche très bien. Parce qu'il ne pose à la nature que des questions qui n'ont de sens qu'avec cette idée-là. Évidemment, s'il était transporté à notre époque, ça ne marcherait pas bien. Et puis à notre époque, les astronomes, s'ils posaient des questions à l'époque d'Aristote, ça ne marcherait pas bien du tout. Mais vous voyez, c'est-à-dire que tout, comme disent les auteurs, tout conspire à nous faire croire ce en quoi nous croyons. Et si on peut dire. Vous n'avez aucun. Ce n'est qu'a posteriori qu'on se rend compte qu'on pouvait peut-être penser différemment. Mais pour ça, il fallait poser la question différente. Mais la nature est vachement sympa avec tout le monde. Elle contredit personne. Vous voulez qu'il y ait 8 planètes? Mais il y a 8 planètes. Ah, vous avez un 9. Ah, celle-là, Pluton. Très bien. Ah, tout aussi. Ah, ces 3-là, vous en voulez? Ouais. Ah, 15 jours plus tard. Ah, vous voulez même plus de Pluton? Bon, allez. Elle n'est pas contrariante. C'est pareil pour les espèces. Tout ce qu'on a raconté, ça ne repose que sur l'idée que vous êtes convaincu que les espèces existent dans la nature. On peut me dire, entre un ours et une fourmi, quand même, oui, d'accord. Seulement, il y en a des millions et des millions et des millions. Et à un moment, vous ne savez plus distinguer une espèce d'une autre. Et là, c'est toute la philosophie, d'ailleurs, hein, qui rentre en jeu. C'est comme si on vous interroge sur le nombre de couleurs de l'arc-en-ciel, vous pouvez décréter qu'il y en a 7, et c'est la Gay Pride, ou bien vous pouvez décréter qu'il y en a une infinité. Parce que vraiment, savoir quand est-ce qu'on passe d'une couleur à une autre dans l'arc-en-ciel, c'est impossible. C'est une prise de position philosophique, quasiment. Et c'est pareil pour la nature. Il y a des millions d'espèces. Alors vous pouvez faire comme Linné, non, mais on s'en fiche, Dieu les a créés distinctement, donc ça marche, parfait. Et vous pouvez dire comme Buffon, son vieil ennemi, dire on passe d'une espèce à une autre par des nuances insensibles. Regardez le corail, on en fait quoi? La chauve-souris, on en fait quoi? L'hydre d'eau douce, qu'est-ce qu'on en fait? Vous voyez? Et puis plus vous en découvrez, plus il y a d'exemples comme ça d'espèces qui vous montrent que et c'est des visions complètement différentes du monde. Et alors quelle est la bonne? Ben en fait non, on ne peut pas choisir. C'est comme ça. Et il y a plein de présupposés. Enfin, soit on se pose des questions et voilà, on n'arrive jamais à y répondre, soit on ne se pose pas de questions et on fait carrière. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, c'est ça la science de jeu, la science de vie. Si vous ne posez pas de questions, que vous êtes un bon soldat, ça fonctionne bien. Et voilà. Et vous donnerez peut-être votre nom à une impasse. Par contre, si vous vous posez des questions, soit vous allez être complètement oublié, soit un boulevard entier prendra votre nom. C'est... Ouais.
n'interviens pas. Ah bah non, je n'interviens pas. Super, merci beaucoup.